Ceci est un chant de pavot. Le geste est millénaire. Une fois incisée, la capsule de la plante libère une sève miraculeuse, utilisée en pommade depuis la nuit des temps. Soulage la douleur, apaise l'âme. Et tout aurait pu en rester là. Mais la drogue va accompagner les bouleversements du monde. Impérialisme, colonisation, guerre froide, globalisation. Sans le soutien des appareils d'État, le trafic n'aurait jamais existé. Lâchées au cœur du système, les drogues dictent leur propre géopolitique de l'ombre. Opérations secrètes, corruption massive, elles pénètrent la chair des démocraties. De Wall Street aux jungles colombiennes, de Shanghai à Kaboul, cartels, mafias, banques, laboratoires pharmaceutiques, partis politiques se sont nourris du trafic de drogue. Le bilan est terrible. Des populations stigmatisées, déplacées, des familles déchirées. Aujourd'hui, on ne compte plus les morts. Ces films retracent la sinueuse histoire du trafic de drogue, en commençant par l'opium, que les villageois d'ici nomment le cadeau des dieux. Au début du XIXe siècle, l'Angleterre est lancée dans une course effrénée pour conquérir de nouveaux territoires et de nouvelles ressources. Coton, thé, poivre, l'Empire britannique libéralise le monde. En Inde, l'Angleterre fait main basse sur une ressource stratégique. Dans la vallée de Bénarès, pousse le pavot de la meilleure qualité qui soit. L'Angleterre encadre sa production, l'intensifie. Grâce à l'opium, les Britanniques espèrent remporter le bras de fer engagé contre la plus grande puissance mondiale de l'époque, la Chine. L'Empire du Milieu refuse le libre-échange. La Chine vend cher ses porcelaines et son thé, dont les Anglais raffolent. Mais en contrepartie, la Chine n'achète rien. La Chine n'avait besoin de rien. La Chine était la plus ancienne économie au monde, une économie millénaire. Elle était autosuffisante. Et donc trouver des biens dont l'économie la plus avancée au monde avait besoin était impossible. Dans cet empire fermé, les élites chinoises ont longtemps cherché à s'évader artificiellement, en bourrant leurs pipes de toutes sortes d'épices, safran, camphre, et un jour, opium. Fumé, l'opium répand son sortilège parmi la bonne société. Affolé, l'empereur décide de l'interdire. L'histoire des drogues naît ici, de l'interdiction d'une substance addictive et de la cupidité de l'Empire britannique. D'un point de vue cynique et commercial, ces substances possèdent un avantage immense. Le fait que les drogues soient addictives crée une base de consommateurs, volontaires et involontaires. Les gens deviennent littéralement accros à ces substances. La suite est une affaire de logistique. La couronne britannique ne peut pas tremper ouvertement dans la contrebande. Elle confie la tâche à des marchands privés. Les plus avides, William Jardine et James Matheson, chargent des milliers de caisses d'opium en Inde sur leurs bateaux, cap sur la Chine.
Les intérêts privés et mercantiles et ceux du gouvernement n'étaient pas totalement séparés. Ils avaient des intérêts communs. C'était l'âge de l'impérialisme. Le commerce était bon pour l'Empire, l'Empire était bon pour le commerce. Ces deux choses allaient de pair. Au service de la couronne, Jardine et Matheson, ces gentlemen en gilet brodé et souliers vernis, inventent le trafic de drogue. Dans la baie de Canton, les deux trafiquants corrompent les autorités du port et vendent leurs ballots d'opium aux pires ennemis de l'empereur, les triades chinoises. Ces puissantes sociétés secrètes ont un seul but, renverser la dynastie au pouvoir. L'opium aboutissait à donner de l'argent et des moyens d'intervention à des ennemis, à des forces subversives. Et pour couronner le tout, ces subversifs-là avaient besoin de complices. Donc ça désagrégeait l'appareil d'État. On avait des officiers qui étaient opiomanes, des préfets qui étaient opiomanes, des hauts fonctionnaires qui étaient opiomanes, qui devenaient en même temps des traîtres en puissance. D'ailleurs, on a parlé des opiomanes au départ comme des Han Tien, des traîtres chinois. En 1839, l'empereur, menacé, emprisonne des milliers de contrebandiers et fait détruire 20 000 caisses d'opium britanniques. Jardine et Matheson saisissent ce prétexte. À Londres, ils vont convaincre les plus hautes autorités d'entrer en guerre pour ouvrir au commerce l'immense marché chinois, un tiers de la population mondiale. Au nom du profit, l'Angleterre déclenche les guerres de l'opium. À cause de la supériorité navale des Britanniques et de leur armement plus performant, la guerre s'est évidemment soldée par une défaite désastreuse pour la Chine et un traité très injuste. De nombreux historiens chinois datent d'ailleurs l'entrée de la Chine dans l'ère moderne aux guerres de l'opium. C'est à partir de là que la Chine, qui avait été autosuffisante pendant des centaines d'années, devient une victime de l'impérialisme. Vaincu, l'empereur doit légaliser l'opium et ouvrir son pays au commerce étranger. Il cède Hong Kong aux Britanniques, qui font de l'île une véritable plaque tournante de l'opium. En 15 ans, les ventes passent de 2500 à 5000 tonnes d'opium par an. Pour financer l'essor de ce commerce, une banque est créée, la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, HSBC. Ces tours de verre sont l'héritage d'une époque qui a vu naître la 6e banque au monde et le groupe Jardine Matheson, pilier du négoce mondial. Les premières entreprises à s'enrichir du commerce de la drogue. Le symbole était que la puissance coloniale gavait littéralement les Chinois comme des oies et condamnait ces hommes et ces femmes à une addiction dévastatrice qui les fragilisait au quotidien, qui souvent déchirait les familles et les appauvrissait. Depuis les guerres de l'opium, des révoltes éclatent dans tout le pays, provoquant la mort de millions de Chinois. L'Empire amorce une lente agonie. Pour éviter l'effondrement total de son économie, la Chine se lance dans la culture du pavot. Les frontières sont désormais ouvertes. Des millions de Chinois s'enfuient vers les grands ports, Londres, Amsterdam ou San Francisco. Ils ont emporté avec eux leur habitude de consommer de l'opium. Et donc, si le péché originel est que les Occidentaux, l'impérialisme occidental, a imposé l'opium aux Chinois, les Chinois ont obtenu une forme de revanche, puisqu'avec cette grande diaspora de migrants chinois, la consommation d'opium s'est étendue au monde entier. Aux États-Unis, au temps de la ruée vers l'or, les travailleurs chinois sont une main-d'œuvre corvéable à merci.
l'opium se répand dans les Chinatown des grandes villes. Bientôt, la petite criminalité blanche s'abandonne à son tour dans ses volutes. Dans tout l'Occident, la passion de l'opium gagne les cercles marginaux, nourrit les fantasmes des orientalistes et les vers des poètes maudits. En Europe, l'opium enivre également le pouvoir. La drogue va rendre possible tous les rêves de grandeur des États coloniaux. La France, éternelle rivale de l'Angleterre, veut faire de l'Indochine une colonie moderne, miroir de sa puissance. Elle bâtit des infrastructures coûteuses, routes, ponts, chemins de fer. La colonisation plombe le budget de l'État. C'est une erreur assez fréquente de croire que les colonies rapportent de l'argent. En général, c'est plutôt des colonies qui coûtent de l'argent. Donc, les gouverneurs des colonies sont toujours à la recherche d'éléments, d'astuces pour équilibrer leur budget. À partir de 1882, l'État français achète de l'opium brut en Inde et en Chine et le raffine dans une manufacture moderne en plein cœur de Saïgon. L'opium devient un produit standardisé, prêt à fumer, vendu dans plus d'1 millier d'échoppes arborant le sigle RO pour Régie de l'opium. La France veille jalousement sur son monopole et punit sévèrement la contrebande. Plus l'Indochine compte d'opiumanes, plus les caisses de la colonie se remplissent. La Régie va fournir jusqu'à 1/3 du budget de l'Indochine. Ce modèle lucratif est copié par les autres puissances coloniales. Britanniques, Espagnols et Hollandais créent leur propre régie. L'industrie de l'opium va tourner à plein jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, intoxiquant des millions de personnes à travers toute l'Asie. Il y a eu des résistances à cela. Au XIXe siècle, l'une des principales forces d'opposition à ce commerce était naturellement les missionnaires, parce qu'ils pensaient que les drogues allaient à l'encontre de leur mission essentielle, qui consistait à christianiser ces terres. Donc, il y a eu des tensions entre les marchands, les gouvernements et les administrations coloniales d'un côté, qui s'intéressaient aux revenus, et les missionnaires, qui s'intéressaient aux âmes. Ces tensions vont se cristalliser en Chine au tout début du XXe siècle. L'Empire est devenu le premier producteur d'opium mondial devant l'Inde. Depuis l'intérieur du pays, de formidables cargaisons descendent le cours du fleuve Yangtze et débouchent à Shanghai. En quelques années, la ville a détrôné Hong Kong. Shanghai est la nouvelle capitale mondiale de l'opium. Les puissances européennes contrôlent des quartiers entiers de la ville, des concessions, où le commerce est bouillonnant. À Shanghai, on fume de l'opium de différentes qualités. Opium étranger, raffiné, prisé par la jeunesse dorée, opium chinois coupé pour les plus pauvres. En 1906, 13 millions de Chinois sont opiumanes, une hécatombe. Une gigantesque campagne d'interdiction de l'opium est lancée à travers tout l'Empire. Les Européens, dopés au commerce de la drogue, bravent l'interdiction et poursuivent leurs affaires. La Chine se tourne alors vers une nouvelle puissance. Les Américains comprennent l'intérêt que peut avoir la prohibition de ces stupéfiants, notamment parce qu'ils sont produits par les puissances coloniales, et les Américains n'ont pas de colonie par rapport aux Anglais et aux Français, et ils comprennent qu'en essayant d'interdire ces drogues, ils peuvent en partie embarrasser les puissances coloniales qui sont tout de même leurs rivaux dans ce début du XXe siècle où les États-Unis deviennent une des grandes puissances du monde occidental. En 1909, à Shanghai, les États-Unis et la Chine convoquent la première commission internationale sur les drogues. Les Européens font bloc, ils refusent de réduire leur production. Mais Paris, Londres, Amsterdam vont bientôt reconsidérer leur position. L'Occident est frappé à son tour en masse par l'addiction.
Tout au long du XIXe siècle, l'Europe vit sa révolution industrielle. Des millions de paysans ont quitté les campagnes pour s'entasser au cœur de monstrueuses cités ouvrières. Dans ces villes crasseuses, la moindre blessure s'infecte, gangrène, les épidémies se répandent, typhoïde, tuberculose, choléra. Les médecins ne savent rien soigner. Et puis, la douleur cesse. Du fruit du pavot, des apothicaires extraient une substance miraculeuse. On lui donne le nom divin de morphine. La morphine, la synthèse de la morphine a été une révolution pour les consciences. Elle a modifié notre rapport au corps. La douleur devenait un choix. La douleur n'était plus quelque chose que le corps humain subissait. Au milieu du XIXe siècle, l'Allemand Heinrich Emanuel Merck invente un procédé permettant de produire la morphine à grande échelle. En quelques décennies, son petit laboratoire devient le premier empire pharmaceutique allemand. Aujourd'hui, 5e groupe pharmaceutique mondial. À partir de 1861, en pleine guerre de sécession en Amérique, 10 millions de doses de morphine sont distribuées aux soldats de l'Union. Cette guerre civile, première grande boucherie de l'ère moderne, voit aussi se perfectionner la chirurgie de guerre. Grâce à la morphine, on peut soigner, opérer et, s'il le faut, amputer sur le champ de bataille. L'invention de la seringue hypodermique accompagne ce progrès. Injectée en intraveineuse, la morphine resserre ses griffes. Les malades ne souffrent plus, mais sont complètement accros. L'industrie pharmaceutique développe alors un antidote, un produit aux usages multiples, capable de faire décrocher les opiomanes, la cocaïne, vantée par le jeune docteur viennois Sigmund Freud. La cocaïne était un symbole de modernité. La cocaïne était un symbole de modernité. C'était quelque chose de très nouveau, presque magique, offert par la science européenne. Vous entriez dans une pharmacie et le pharmacien avait une petite fiole sur laquelle il était écrit cocaïne qu'il délivrait pour soigner toutes sortes de maux. La cocaïne devient un produit phare, vendu sous forme d'élixir, pommade, vaporisateur, cigarette. Des encarts publicitaires fleurissent dans toute la presse. Le cœur de cible est la femme de milieu aisé. Elle ne travaille pas, sa souffrance, c'est l'ennui. La cocaïne distille dans sa vie quelques instants d'euphorie. Tout au long du XIXe siècle et jusqu'au début du XXe siècle, les drogues sont devenues moins chères. Et les gens ont découvert qu'ils pouvaient s'injecter de la cocaïne ou la sniffer, qu'ils pouvaient mixer la morphine et la cocaïne et se les injecter, et que cela provoquait une euphorie extrêmement puissante. En 1898, l'industriel Bayer lance un nouveau dérivé de l'opium, garanti 100% sans accoutumance. Les résultats des premiers tests effectués sur des chiens étaient peu concluants. Assoupissement profond, tendance au vomissement, salivation abondante. Bayer lance malgré tout ce produit sous un nom triomphant, l'héroïne. Recommandé pour soigner l'asthme et la toux des nourrissons. Si vous regardez l'histoire de la morphine, l'histoire de l'héroïne, si vous regardez l'histoire de la cocaïne, elles n'ont pas été introduites dans le monde comme des drogues maléfiques produites par la pègre, mais comme des médicaments. C'est comme un mauvais génie qui s'échappe de la lanterne. Aucun remède n'a pu juguler la dépendance à la morphine. Pire encore, chaque nouveau produit a attiré sa cohorte d'adeptes. Tout au long du XIXe siècle, l'industrialisation des sociétés occidentales a bouleversé les conditions de vie, l'hygiène et l'éducation. Les nouvelles organisations du travail placent l'individu au centre des préoccupations.
le XXe siècle s'ouvre sur de nouveaux modèles. L'idée émergeait que l'État, pour produire des citoyens solides, pouvant être mobilisés par l'armée ou pour le développement du pays, que l'État était responsable de ce que les gens faisaient de leur corps. L'absence de régulation du marché des médicaments addictifs devenait un vrai problème social et un mal qu'il fallait contrôler. Le contrôle des drogues et la prohibition sont nés du même mouvement progressiste qui nous a donné l'État moderne, l'État-providence, qui nous a apporté les réformes sociales, la protection des travailleurs et des syndicats. La prohibition est en marche. Les États-Unis commencent par interdire l'opium en 1909. Sur ces images, tournées à San Francisco, des centaines de pipes disparaissent dans les flammes. En 1914, avec le Harrison Act, les États-Unis encadrent l'usage des drogues. Indispensables à la chirurgie, la cocaïne, la morphine, l'héroïne sont désormais délivrées uniquement par ordonnance. Les milliers d'usagers qui pouvaient acheter librement leur dose en pharmacie ne savent plus où se tourner. Pour eux, le manque est insoutenable. Si l'État dit « j'interdis l'offre et la demande de cette marchandise », on sait que cela génère un marché noir. Un marché noir qui viole la loi. Et qui est prêt à violer la loi? Les criminels. Pour satisfaire la demande, le monde criminel va apprendre à raffiner l'héroïne. Au Mexique, dans la région fertile du Sinaloa, les paysans cultivaient le pavot pour les besoins de l'industrie pharmaceutique américaine. Dès le début des années 20, ils voient débarquer de nouveaux clients. La première grande figure du narcotrafic mexicain s'appelle Ignacia Rasso, alias la Nacha. Elle achète la matière première dans le Sinaloa et la fait transformer par des chimistes qu'elle a débauchés. Ils tournent une héroïne brune de qualité médiocre. La Nacha a planqué ses laboratoires clandestins en bordure de la frontière américaine, à Ciudad Juárez. Ciudad Juárez est collée à la première ville des États-Unis, El Paso, Texas. Donc c'est un point par lequel passent beaucoup de flux légaux et illégaux. Tout passe par là. Les armes, l'argent, les drogues et tout un tas de choses. Tout ce que vous pouvez imaginer passe par la frontière de Ciudad Juárez. Depuis quelques années, l'Amérique vit sous le coup de la prohibition de l'alcool. Des Américains assoiffés traversent le Rio Grande et viennent s'imbiber de mauvais whisky à Ciudad Juárez, ville tripot. Dans cette joyeuse débauche d'alcool et de contrebande, la Nacha n'a aucun mal à faire traverser son héroïne au poste frontière. Son entreprise familiale va dominer le trafic sur 3 générations, jusqu'à la naissance des premiers cartels mexicains. La prohibition des drogues s'étend progressivement à toute l'Europe, ouvrant un nouveau marché clandestin. Le transport maritime, avec ses navires de plus en plus performants, rapproche les frontières. Les grands ports de commerce deviennent des lieux stratégiques, et parmi eux, Marseille, où des figures du milieu corse saisissent l'opportunité. Les Corses ont été au départ ce que l'on appelait des marins trafiquants, c'est-à-dire que c'est lié à notre empire colonial. Depuis les années 1870, avec le percement du canal de Suez, Marseille est devenu le grand port de nos colonies d'Extrême-Orient. Et donc, sur les différentes étapes et les différentes escales des messageries maritimes, eh bien, les Corses avaient organisé des trafics plus ou moins importants. Ça a d'abord été le trafic de femmes, le trafic de piastres, le trafic d'or, le trafic de cigarettes et ensuite le trafic d'héroïne, le trafic de drogue. Au milieu des années 20, Paul Carbone, un ancien marin reconverti dans la traite des Blanches,
s'impose à la tête de la mafia corse. Le parrain achète l'opium en Turquie, où il est cultivé en abondance pour les laboratoires pharmaceutiques. À Marseille, les chimistes de la mafia corse transforment l'héroïne et l'expédient aux États-Unis, là où la prohibition des drogues est la plus stricte. Et c'est petit à petit, quand le trafic de drogue est monté en puissance, qu'on a continué à utiliser ces routes, ces tuyaux, si l'on peut dire, et puis on les a de plus en plus sophistiqués. Avec l'argent de la drogue, Paul Carbone achète le maire de Marseille, fait embaucher ses hommes sur les docks, corrompt la police locale. Le parrain développe ses trafics et jette les bases de la French Connection. Dès les premières heures du trafic, les arrangements avec le pouvoir sont la clé du succès pour le monde du crime, que ce soit à l'échelle d'une ville, comme Marseille, ou d'un pays, le pays où tout a commencé, la Chine. En ce début des années 20, l'Empire s'est effondré. Des armées se disputent des dizaines de régions du pays. Il n'y a plus de pouvoir central, personne pour contrôler le monde du crime. À Shanghai, les fumeries n'ont jamais autant prospéré. Les hommes des triades règnent en maître. Ce sont des gens qui sont à la fois des trafiquants d'opium, des propriétaires de maisons de jeux, et aussi qui ont une pénétration dans les milieux policiers. Au sein de la puissante triade de la bande verte, un homme se démarque. Il s'appelle Du Yusheng. Du Yusheng a installé ses affaires dans la concession française de Shanghai, où ses hommes de main surveillent ses fumeries, mouchardent, liquident ses concurrents. Alors le génie de Du Yusheng, c'est là que ça devient génial. Il n'est pas resté à ce niveau qui était un niveau de simple gangster. Du Yusheng va ajouter une dimension qui est politique. En 1921, le Parti communiste chinois voit le jour au sein de la concession française. Les autorités, inquiètes, se rapprochent de Du Yusheng. La France sent qu'il monte une vague de grèves, des manifestations contestant la présence étrangère, les concessions, tout ça, le nationalisme chinois qui monte. C'est dangereux, c'est dangereux. Et il y a un consul de France qui va négocier ce qu'on va bientôt appeler le pacte avec le diable. Les Français demandent à Du Yusheng de faire régner l'ordre dans la concession. En échange, le trafiquant pourra prendre le contrôle de toutes les fumeries illégales du quartier. Et du coup, il n'y a pas de grève dans la concession française. Tout est calme. Confortablement installé, Du Yusheng offre ses services à un général chinois ambitieux, Chiang Kai-shek. À la tête de l'armée nationaliste du Kuomintang, Chiang Kai-shek veut réunifier la Chine. Et pour cela, il doit prendre Shanghai. En 1927, Du Yusheng ordonne à ses hommes de massacrer des centaines de communistes qui avaient pris le contrôle de la ville et ouvre les portes de Shanghai à l'armée de Chiang Kai-shek. Le général impose bientôt son parti, le Kuomintang, à la tête de l'État. Mais pour garder le contrôle du pays, il a besoin d'argent. Le Kuomintang légalise l'opium. La bande verte, triade de Du Yusheng, devient le principal fournisseur du gouvernement et envoie certains de ses membres siéger au Parlement. La Chine devient le premier narco-État. Du Yusheng développe ses activités, recrute des chimistes et implante un laboratoire d'héroïne en plein cœur du marché central de Shanghai. La grande force de Du, c'est qu'il est devenu une personnalité extrêmement respectable du milieu chinois. Il était président de plusieurs banques. Donc on a là un modèle très particulier d'une très grande réussite d'insertion dans le monde légal de la part d'un chef de bande criminelle. Et c'est évidemment le modèle, que l'on pourrait dire extrême, le plus caricatural et en même temps le plus parfait de cette logique symbiotique entre le monde criminel et le monde légal qui caractérise la mafia dans son modèle parfait, si l'on peut dire.
L'héroïne raffinée en Chine, au Mexique ou en France converge vers les États-Unis. Mais dans l'Amérique de la fin des années 20, l'enjeu, c'est l'alcool. La prohibition enrichit le monde du crime. Les mafias juives, italiennes et irlandaises, nées du racket et de la prostitution dans les bas-fonds des grandes villes, jubilent. Le crime organisé s'est emparé de l'une des industries les plus importantes du pays. Ce fut l'origine du crime organisé moderne aux États-Unis qui transforma de simples voyous au coin des rues en de puissants syndicats criminels. Pour s'accaparer les millions de la contrebande d'alcool, la mafia italienne menace, assassine et finit par s'imposer sur ses concurrents. La prohibition dégage une puissance dévastatrice insoupçonnée et une corruption généralisée. Al Capone achètera juges, policiers, hommes politiques, et ce, jusqu'à sa chute. En 1930, il devenait évident que c'était un échec. Il y a eu une commission du gouvernement appelée la commission Wickersham qui a fait le bilan de la prohibition de l'alcool et en a conclu que l'administration était gangrénée par la corruption. Et donc en 1933, la prohibition est levée pour l'alcool. Et d'un coup, la mafia perd ce business extrêmement lucratif. Privée de sa principale source de revenus, la mafia italienne réunie autour de Lucky Luciano scelle une alliance avec le patron de la mafia juive new-yorkaise, Meyer Lansky. Ensemble, ils s'emparent du marché de l'héroïne. Pour maximiser leurs profits, les mafieux coupent et recoupent la drogue. Leurs produits frelatés provoquent infections et overdoses. Mais la fin de la prohibition de l'alcool génère aussi rancœur et frustration au sein de l'Amérique blanche, puritaine et conservatrice, ennemie de toute ivresse et de tout plaisir. Le combat prohibitionniste est porté par le tout nouveau patron du Bureau fédéral des narcotiques, Harry Anslinger, partisan de la manière forte et brillant tacticien. Cet homme est une légende. C'est une légende de la lutte antidrogue. Il a joué un rôle essentiel en développant des outils pour les forces de l'ordre et des techniques pour enquêter sur le trafic de drogue à grande échelle, que ce soit aux États-Unis ou en dehors des États-Unis. Il ne se voyait pas seulement comme quelqu'un qui appliquait la prohibition. Il était avant tout un militant de l'ordre moral qui voulait imposer une sorte de consensus à la société et se débarrasser des influences néfastes et des hommes, des criminels qui étaient mêlés à cela. Pour lui, c'était avant tout une campagne morale. Dans l'Amérique des années 30, Hollywood électrise les foules. Harry Anslinger incite des réalisateurs à planter la peur des drogues chez les spectateurs. Il jette son dévolu sur la marijuana, encore légale aux États-Unis. À l'écran, des femmes blanches tentées par le diable succombent inévitablement. Et dans le rôle du tentateur, bronzé et moustachu, un Mexicain. Petit à petit, la campagne morale d'Harry Anslinger vire à la propagande raciste. Harry Anslinger, comme beaucoup d'autres au sein de la droite nord-américaine, considérait les Mexicains comme des personnes racialement différentes, racialement inférieures. Pour lui, il y avait une équation absolue entre les origines ethniques et les drogues. L'opium, c'était les Chinois, la marijuana, c'était les Mexicains américains. Il n'avait donc aucune honte à utiliser les drogues pour stigmatiser et attaquer les minorités. En 1937, la marijuana est prohibée aux États-Unis. Des organisations criminelles vont tirer profit de cette nouvelle interdiction. Harry Anslinger le sait et se tient prêt à les combattre. Harry Anslinger croyait profondément en l'importance de l'éternelle vigilance.
Il y avait beaucoup de sources de drogue possibles, différents pays producteurs, de nouvelles routes de trafic qui pouvaient naître, de nouvelles organisations criminelles. Donc, il était toujours sur ses gardes, toujours inquiet. C'est presque comme s'il avait affaire à une hydre à plusieurs têtes. Sous l'impulsion d'Ariane Slinger, le Bureau des narcotiques développe la coopération internationale. Et dès 1932, on peut suivre à la trace, d'Istanbul à New York, en passant par Berlin et Shanghai, les trafics et les trafiquants. Pendant les premières années de la Seconde Guerre mondiale, toutes les mers sont le théâtre de violents combats. Les trafics sont bloqués, la drogue ne circule plus. Mais le répit sera de courte durée. Le premier grand réseau de trafic de drogue international va bâtir ses fondations au cœur de la guerre. En 1943, quand l'armée américaine débarque en Sicile, la priorité est de tenir à tout prix les territoires libérés. Washington cherche des hommes de confiance à placer au poste de pouvoir. Dans une région comme la Sicile où toutes les élites étaient fascistes, que ce soit les grands propriétaires, que ce soit l'Église, que ce soit l'administration, où trouver des gens qui n'avaient pas ce pédigré fasciste? Eh bien, il y avait deux possibilités. Les communistes et les mafieux. Et donc les Américains, qui dès le débarquement avaient très bien conscience que leur principal ennemi après la guerre, ça allait devenir les communistes, ils ont donc choisi de prendre les mafieux qui étaient en mesure de gérer des villes dans un moment qui était un moment particulièrement trouble. Avec l'appui américain, des mafieux s'installent dans les mairies et prennent le contrôle d'une partie de l'île. En 1945, les États-Unis expulsent vers l'Italie une centaine de gangsters impliqués dans le trafic d'héroïne et Lucky Luciano, patron de Cosa Nostra. Les cousins d'Amérique et la mafia sicilienne vont faire de l'île une plaque tournante du trafic. Pour les autorités italiennes, cela ne pose pas de problème d'ordre public. Parce que le phénomène de toxicomanie n'est pas très important en Europe et n'existe pas du tout en Italie. Il n'y a pas de marché de la drogue en Italie. Il n'y a donc pas d'alarme sociale. Donc pour les policiers italiens, Luciano pouvait faire ce qu'il voulait. L'héroïne s'écoule de nouveau vers les États-Unis. Mais une héroïne de piètre qualité. Les Italiens n'ont pas de bons chimistes. En 1950, Lucky Luciano rencontre à Marseille les nouveaux patrons de la mafia corse, Antoine et Barthélemy Guerini. Les deux frères possèdent des chimistes capables de raffiner la meilleure héroïne, l'héroïne 4. Quasiment pure, on peut la couper des dizaines de fois et faire exploser les profits. Les Corses, pour ça, sont très forts. Ils sont organisés. Ils savent faire, ils l'ont déjà fait dans les années 30, ils ont l'expertise. Et c'est là que se créent ces grands laboratoires clandestins qui, autour de la région de Marseille, mais pas que, en Corse, sur la Côte d'Azur, raffinent des centaines de kilos. De la rencontre des frères Guerini et de Lucky Luciano naît la French Connection. Une vaste nébuleuse qui rassemble trafiquants turcs, libanais, corses et siciliens. Cosa Nostra a la main sur la distribution aux États-Unis, mais très vite, les Corses, en charge du transport et de la transformation, vont prendre l'ascendant. Et les États-Unis, très vite, vont être alertés par des premiers rapports, des premières saisies. À New York, on va voir des passeurs corses, on va arrêter les trafiquants. Et puis très vite, on va commencer à se rendre compte que
La filière, c'est la filière de Marseille, c'est la filière des Corses de Marseille. Lucky Luciano, alors que l'on se l'imagine l'homme le plus puissant de la mafia américaine, eh bien il a peur des Corses. Il se rend compte que les Corses ont une puissance très grande, notamment, souligne-t-il, parce qu'ils ont des liens avec les services secrets français. Infiltrée au cœur du pouvoir à Marseille, la mafia corse a noué des alliances au sein de l'appareil d'État français. En 1951, en pleine guerre d'Indochine, les services secrets sont à pied d'œuvre pour contrer les attaques de la guérilla du Viet Minh. Mais il manque cruellement d'argent. Paris rechigne à payer pour cette guerre coûteuse, et la Régie de l'opium qui finançait la colonie a dû fermer ses portes sous les pressions internationales. Les services secrets français montent l'opération X. Ils partent au contact d'une tribu des collines du Laos, les Hmong. Ils leur achètent la totalité de leurs pavots qu'ils transportent sur une base militaire à Saïgon. Les agents français vendent l'opium à des mafias sino-vietnamiennes et à la mafia corse, qui le transforme en héroïne et les coule aux États-Unis. L'argent de la drogue va permettre aux renseignements français de bâtir une armée contre-insurrectionnelle de 40 000 hommes, issus des tribus d'Indochine. C'était un de ces moments très bizarres où, clairement, une agence occidentale de renseignement gérait le trafic de drogue. C'était incroyable. Il y a beaucoup d'exemples de collusion et de corruption, mais rien de semblable à cela, où le service de renseignement d'un gouvernement légitime gère le trafic. L'opération X n'y fera rien. En 1955, la France évacue ses soldats d'Indochine. La donne a changé dans la région. Les puissances coloniales se sont retirées, les régies de l'opium ont fermé leurs portes, et la Chine, devenue communiste en 1949, a violemment éradiqué la culture du pavot. Cela aurait dû sonner le glas des politiques de la drogue en Asie. Mais la guerre froide ne fait que commencer, et l'heure est aux opérations secrètes et aux coups tordus des services spéciaux des grandes puissances. Il y a des moments où la question ne se pose pas. Avant l'effondrement de l'Empire soviétique et la chute du mur de Berlin, la guerre froide était un objectif de sécurité nationale hautement prioritaire pour les États-Unis. S'il fallait faire un choix, j'imagine que les objectifs de guerre froide l'emportaient sur la lutte contre le trafic de drogue. Opérer en dehors de la légalité demande des compétences particulières. Être capable de transférer de l'argent, de mobiliser des gens, de monter des opérations, d'acheter des armes, de les transporter à travers le monde, de les livrer. Il n'y a que deux types de personnes sur la planète qui possèdent ces compétences et cette sensibilité. Les agents secrets et les criminels. Et les criminels, de quoi ont-ils besoin ? Avant tout de protection. Ils ont besoin d'être protégés par des acteurs étatiques qui éloignent les enquêtes et les poursuites, qui puissent les tirer d'affaire s'ils se font prendre. Donc, ils n'ont pas seulement la même sensibilité, ils ont des besoins complémentaires. Il n'est pas surprenant qu'ils finissent souvent par travailler ensemble. Tout va repartir en Asie lorsque les États-Unis vont tenter de renverser le régime communiste chinois. Washington apporte son soutien aux ennemis de Mao, le Kuomintang. 6 000 nationalistes chinois se sont retranchés de l'autre côté de la frontière, en Birmanie. La CIA leur envoie armes, vivres et munitions. Les hommes du Kuomintang lancent plusieurs incursions en Chine, mais ils sont balayés d'un revers de main par l'armée populaire chinoise. La CIA a commencé à réduire son soutien et ses unités locales du Kuomintang se sont mises à chercher de l'argent. Il y a une citation très connue d'un général du Kuomintang qui a dit « Si vous voulez une armée, il vous faut des armes.
Et si vous voulez des armes, il vous faut de l'argent. La seule source d'argent dans ces montagnes, c'est l'opium. Et donc c'est vers cela qu'ils se sont tournés. Ils ont vu qu'il y avait des champs de pavots, ils ont collecté de l'opium auprès des paysans et l'ont transporté jusqu'à la frontière thaïlandaise. Ils l'ont vendu à des trafiquants internationaux et petit à petit, ils ont étendu ce commerce. Grâce à l'argent de la drogue, les soldats du Kuomintang prospèrent. Mais la Chine fait pression sur la Birmanie. En 1961, l'armée du Kuomintang est évacuée. Une partie de ces hommes s'installe dans le nord de la Thaïlande, où le pouvoir royal les accueille avec bienveillance. Du haut des villages qu'ils occupent, les soldats du Kuomintang bloquent l'infiltration de groupes communistes. Ils veillent surtout sur leurs caravanes d'opium qui traversent la frontière. Évidemment, tout le monde savait que le Kuomintang était un acteur majeur du trafic d'opium à la frontière nord de la Thaïlande et qu'il organisait la production d'héroïne et le commerce d'héroïne, que ce soit régionalement ou internationalement. Tout le monde le savait. Et la politique à l'époque était la sécurité avant tout. Les Américains, comme le gouvernement thaï, pensaient que le communisme était une menace majeure pour la région. Et si le Kuomintang pouvait se financer lui-même grâce au trafic d'opium, c'était très pratique évidemment, et ça a duré longtemps. L'opium, acheminé depuis la Birmanie et le Laos voisin, est raffiné dans le nord de la Thaïlande. Entre ces trois pays naît le Triangle d'or. La morphine base est transportée vers le port de Bangkok et chargée sur des bateaux jusqu'à Hong Kong. Un siècle après les guerres de l'opium, Hong Kong, toujours aux mains des Britanniques, abrite la plus forte concentration de toxicomanes au monde. Les triades chinoises, qui ont fui la Chine communiste, en ont fait leur repère et raffinent une héroïne d'une rare pureté. La drogue suit son chemin vers la côte ouest des États-Unis. Le trafic d'héroïne n'a jamais été aussi important à travers le monde. Et l'Amérique, qui a utilisé la drogue comme instrument de la guerre froide, va payer ses choix au prix fort. Le sacrifice de sa jeunesse. Au milieu des années 60, lorsqu'éclate la guerre du Vietnam, une grande partie de la jeunesse américaine se rebelle contre une société patriarcale, raciste et consumériste, dans laquelle elle ne se reconnaît plus. De nouvelles drogues sortent sur le marché. LSD, mescaline, peyote. C'est l'âge d'or des acides. Tout est expérience. Le corps et l'âme veulent être libres. Allumer un joint, c'était faire une déclaration politique. Dire que l'on s'identifiait aux objectifs de la contre-culture ou que l'on s'opposait à la guerre du Vietnam. Les drogues sont de puissants symboles. Il ne s'agit pas juste de se défoncer. Une partie de cette jeunesse révoltée, en quête d'expériences toujours plus fortes, se laisse happer par l'héroïne. En quelques mois, les parcs où chantaient les doux rêveurs du Flower Power se transforment en repères de gangs et de dealers. Le nombre de doses explose. Les couronnes de fleurs fanent désormais sur les pierres tombales. Et un drame s'ajoute à l'autre. En 1969, plus de 500 000 Américains combattent au cœur de la jungle vietnamienne. Quand les soldats rentrent du front, un tiers d'entre eux est complètement accro à Donc la question était de savoir comment ils s'approvisionnaient, d'où cela provenait. C'est ce qui m'a poussé à mener l'enquête au départ à la bibliothèque de l'université de Yale, à interroger d'anciens agents de la CIA et jusqu'en Asie du Sud-Est. Alfred McCoy s'envole pour le Laos, vers les collines où les tribus Hmong cultivent l'opium pour les fumeries de la région. Encore jeune étudiant, il sera le premier à percer les noirs secrets de la politique de l'héroïne. Pour repousser les communistes, la CIA a bâti une armée secrète de 30 000 hommes dans les villages isolés et mis en place une logistique bien huilée. La CIA affrète des avions pour transporter hommes et vivres et aménage 200 pistes d'atterrissage.
les Hmong profitent des allers-retours incessants des avions de la CIA pour y charger leur opium. La CIA n'avait pas les moyens de le savoir, ne le savait pas, n'était pas au courant. C'est extrêmement improbable. Si un étudiant de 26 ans, sans aucun moyen, sans aucune autorité, pouvait le découvrir au fil d'une conversation, je suis sûr que la CIA aurait pu le faire également, si elle s'était donné la peine de poser des questions. Évidemment qu'ils savaient, mais ce n'était pas leur priorité. Maintenant, étaient-ils complices de ce trafic? Est-ce qu'ils le géraient? Non, je ne le pense pas. Poursuivant son enquête, Alfred McCoy part à la rencontre du commandant en chef de l'armée laotienne, le général Wan, soupçonné d'être à la tête de ce réseau de trafic d'opium. Je me suis posté au coin d'une rue de Vientiane. J'ai hélé un taxi, j'ai demandé « Savez-vous où vit le général Wan ?» Le chauffeur m'a répondu « Oui, bien sûr » et m'a emmené. J'ai frappé à sa porte, je suis entré, me suis présenté et il s'est assis avec moi. Il a attrapé son registre et a parcouru ses comptes avec moi pour me montrer qu'il était parfaitement honnête, qu'il achetait de l'opium ici, le transportait au Sud-Vietnam là, et que l'argent était déposé sur un compte en banque. Très proprement, voyez-vous. Tant que l'opium du général Wan approvisionne le marché local, la CIA le couvre. La suite est pourtant limpide. Le général fait appel à des chimistes de Hong Kong pour raffiner l'opium en héroïne. Et le piège se referme. L'héroïne est expédiée autour des bases américaines. Sans aucun scrupule, douaniers, policiers, députés sud-vietnamiens trempent dans le trafic et empoisonnent les soldats américains venus se battre à leur côté. En pleine guerre froide, l'héroïne met en péril l'armée américaine, tandis qu'elle décime la jeunesse sur le sol national. Le 17 juin 1971, le président Richard Nixon fait prendre un virage radical à la politique des drogues. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. La guerre contre les drogues est déclarée. En 1971, Richard Nixon lance la guerre contre les drogues. Partout aux États-Unis, les mêmes scènes se répètent. Arrestations massives, saisies, peine de prison. Les soldats de retour du Vietnam sont systématiquement testés et sevrés. Premier producteur mondial d'héroïne, la France est dans le viseur de Washington. La mafia corse, pilier de la French Connection, est une cible prioritaire. Pendant 20 ans, ces filières corses ont prospéré grâce à un déni, grâce à une impunité, grâce à des protections. Et là, Nixon tape du poing sur la table. En France, on compte les premiers morts par overdose. La drogue devient un enjeu de santé publique. Pour le président Pompidou, la pression de Nixon arrive à point. Les services secrets échappent à tout contrôle. Il est temps de nettoyer les réseaux. Grâce à l'aide des Américains, qui envoient des machines, des voitures, qui prêtent du matériel, qui financent des opérations, eh bien, on va pouvoir démanteler un certain nombre de trafics et on va pouvoir mettre la main sur des vrais laboratoires clandestins.
Washington prête à Paris des agents de sa nouvelle police antidrogue, la DEA. Spécialisée dans le renseignement, la DEA collabore aux enquêtes françaises. En 5 ans à peine, 3000 trafiquants sont appréhendés. Quelques chimistes de la mafia corse prennent la fuite. La French Connection est démantelée. La guerre contre les drogues de Nixon a été en un sens un brillant succès. Il a combiné la diplomatie au plus haut niveau et les activités répressives de la DEA pour concentrer toute la puissance des États-Unis contre les narcotiques. La première bataille est remportée. Mais au milieu des années 70, le marché des drogues explose partout dans le monde. La consommation atteint des niveaux encore jamais vus. Pour s'emparer de ce marché, une nouvelle génération de trafiquants va bâtir des organisations criminelles puissantes. On les appelle les barons de la drogue. À travers eux, se dessinent 4 stratégies de pouvoir qui vont transformer le trafic de drogue en une industrie mondialisée. Le crime organisé est le secteur le plus agile du monde. Vous le réprimez, vous le pressurez, il s'adaptera simplement aux conditions existantes. Comme l'eau, il suit le chemin de moindre résistance et il contourne toujours les obstacles. Sur les cendres de l'ancien monde, le trafic se réorganise à une vitesse folle. Au Mexique, les paysans qui produisent pavot et marijuana depuis les années 20 sont les premiers à le comprendre. L'élimination de la French Connection a été quelque chose d'incroyable pour les communautés paysannes. Le prix de l'opium a triplé, a quadruplé en seulement quelques mois. Dans les montagnes fertiles du Sinaloa, les champs de pavot se multiplient. La DEA, aux aguets, lance une gigantesque opération avec l'armée mexicaine. En 1976, Washington fournit de quoi déverser toutes sortes de pesticides sur les champs de pavot et de marijuana. Des villages entiers doivent migrer. Petits producteurs et contrebandiers sont emprisonnés. Les paysans qui ont survécu à la violence ont survécu en devenant de bien meilleurs négociateurs, en étant beaucoup plus innovants, que ce soit dans la manière dont ils font de la contrebande que dans les substances qu'ils trafiquent. Les rescapés de cette vaste opération déplacent leur production et vont s'organiser sous l'égide d'un trafiquant issu lui aussi d'une famille pauvre du Sinaloa, Félix Gallardo. C'est un personnage très intéressant. C'est un ancien policier fédéral, donc il comprend bien les rouages de la police, ce qui est important pour tout trafiquant de drogue. Il a aussi été le garde du corps du gouverneur de Sinaloa. Donc, il comprend le monde politique. Et il comprend le monde du trafic de drogue. Avoir un pied dans ces 3 mondes, c'est la recette du succès. Félix Gallardo s'installe dans la 2e ville du Mexique, Guadalajara. En fédérant les producteurs et trafiquants les plus habiles, il va rafler la quasi-totalité du marché de l'héroïne et de la marijuana du pays. Le premier grand cartel mexicain est né. Le cartel de Guadalajara accumule rapidement une fortune colossale. Félix Gallardo devient membre du conseil d'administration d'une banque mexicaine. Et il blanchit massivement l'argent de ses trafics internationaux et de tous les membres de son groupe. Grâce à sa banque, Félix Gallardo réinvestit son argent dans des activités légales. Devenu un businessman respecté, il se fond avec délectation parmi la bonne société mexicaine. La répression lancée quelques années plus tôt n'a pas permis de freiner l'ascension du premier baron de la drogue mexicain. Pire, elle l'a même facilité.
Plus il y a de répression des forces de l'ordre, et plus la sélection naturelle opère. Seuls les plus habiles survivent. Ce sont les trafiquants qui sont les plus doués pour échapper aux forces de l'ordre. Ceux qui surpassent leurs rivaux parce qu'ils sont plus intelligents ou plus agressifs. Ceux qui savent mieux que les autres corrompre au minimum les autorités locales qui restent sur le ring. Alors que le flot d'héroïne ne faiblit pas à destination du marché américain, une drogue refait surface du fin fond de la cordillère des Andes. La cocaïne. Au Pérou et en Bolivie, où la feuille de coca est utilisée depuis des siècles pour lutter contre la faim et l'altitude, la magie de la chimie opère. Quand on voit comment se fabrique cette drogue, on n'a vraiment pas envie d'y goûter. Les feuilles de coca macèrent 3 jours dans le kérosène. Ensuite, le jus recueilli est mélangé à de la chaux pour une nouvelle macération. L'odeur est infecte. La redoutable chimie se poursuit avec des apports d'acide, d'éther, d'acétone. Au début des années 70, 1 gramme de coke vendu aux États-Unis rapporte $700. Extrêmement rare, la poudre blanche excite le monde de la finance, les loups de Wall Street, le quota de la jet set. C'est la drogue du capitalisme triomphant, la drogue de ceux qui ont tout réussi. Il y a même eu une couverture du Time Magazine, la drogue champagne. Voilà une drogue merveilleuse qui vous défonce et qui n'est pas addictive. Faux, totalement faux. Mais cela a eu des conséquences politiques. La DEA a reçu pour instruction de concentrer tous ses efforts d'investigation sur l'héroïne et de ne pas enquêter sur le trafic de cocaïne. La voie est libre pour exploiter ce marché à grande échelle. En Colombie, quelques criminels vont s'y atteler, sans rencontrer le moindre obstacle. Pays pauvre, la Colombie est un immense territoire de jungle et de montagnes qui échappe au contrôle de l'État. Les contrebandiers y sont rois. La Colombie est un pays très libertaire dans sa tradition, où les gens rejettent la concentration du pouvoir de manière naturelle et instinctive. On ne peut que constater le rejet que suscite l'autorité. Toute forme d'autorité est rejetée. Dès le début des années 70, des trafiquants colombiens achètent de la cocaïne en Bolivie et au Pérou et l'acheminent aux États-Unis. L'engouement sur le marché américain leur rapporte des liquidités folles. À Medellín, un jeune contrebandier convainc d'autres criminels de changer d'échelle. Ensemble, ils vont intensifier les livraisons et rafler le marché de la cocaïne. C'est la naissance du cartel de Medellín. Pablo Escobar was the enforcer. Pablo Escobar était le grand exécutant. Tous les trafiquants devaient lui verser un pourcentage. Il leur fournissait toute une série de services en échange. D'abord, il garantissait les livraisons. Il rassemblait les chargements de différents trafiquants et il s'assurait que tout soit livré aux États-Unis. Si une cargaison était perdue, il la remboursait. Il n'a pas inventé le trafic de cocaïne, il l'a industrialisé, jusqu'à lui faire atteindre une échelle immense. Le cartel de Medellín s'offre une flottille d'avions et déverse des tonnes de cocaïne dans le sud de la Floride. À Miami, la concurrence entre dealers fait rage. L'Amérique découvre la face sanglante de la cocaïne. Ralph, the shootout occurred at about 2:30 this afternoon when 2 or more Latin males entered the Crown Liquor Store here on the west end of the Dadeland Mall. They were followed by 2 or 3 other Latin males, and then the shooting began.
Around Dade County, the bodies are piling up almost faster than they can be counted. Yesterday, 2 men were killed in Medley when they threatened an armed man. In a bloody 24-hour stretch, both Dade County and aliens. There have been so many murders throughout Greater Miami lately that a special refrigerated truck is now being used by the Dade Medical Examiner's Office to store all the bodies. Saisie par l'ampleur de la violence, la DEA identifie le problème colombien. En 1979, le président Jimmy Carter impose à la Colombie un traité d'extradition. Tout trafiquant arrêté par la police colombienne sera jugé et emprisonné aux États-Unis. Escobar comprend la menace. Pour empêcher le Parlement de ratifier l'accord, il arrose massivement la classe politique colombienne. Mais il veut plus de garanties. En 1982, à 33 ans, Pablo Escobar entre en politique. Se présentant comme un riche homme d'affaires, il est élu député suppléant au Congrès colombien. El tratado de extradición viola la Constitución colombiana en 23 artículos, atenta contra los derechos humanos porque todo el pueblo colombiano está contra él y además porque es injusto. À partir de là, l'argent n'est plus son seul objectif. Il commence à penser au contrôle du territoire et au pouvoir comme objectif. C'est que derrière ce monsieur qui possédait l'un des plus grands business de la drogue au monde, il y avait un assassin, mais aussi un homme qui voulait prendre le pouvoir. Il voulait devenir président de ce pays. Infiltré au cœur de la démocratie colombienne, Pablo Escobar parvient à bloquer l'accord d'extradition. Aux États-Unis, personne n'imagine que ce jeune député est l'homme qui a fait de la cocaïne une puissante industrie. L'industrialisation du trafic de drogue est aussi en cours sur le continent asiatique. Avec la fin de la guerre du Vietnam et le départ des GIs, la Thaïlande est seule dans un océan communiste. Le royaume redoute les incursions sur son territoire. Un jeune chef de guerre va tirer profit de cette nouvelle donne politique. Il se fait appeler Kun Sa, le prince de la prospérité. Kun Sa est un personnage incroyable. Le genre de personne qui aurait pu avoir une vie de marchand sans importance, de paysan ou de petit commerçant, et qui devient un homme d'une puissance extraordinaire. Né en Birmanie, formé à la guerre dès son plus jeune âge, un temps milicien à la solde de la sanguinaire dictature birmane, Kun Sa fonde sa propre armée grâce au trafic d'opium. Bientôt à la tête de 2000 hommes en armes, il traverse la frontière et vend ses services au pouvoir thaïlandais. Il savait très bien sentir où réside le pouvoir et comment en retirer le maximum d'avantages. Des armes, l'immunité, le droit de trafiquer. Le royaume de Thaïlande accueille Kun Sa à bras ouverts. Avec ses hommes en armes, il protégera la frontière thaïlandaise des agressions communistes. En échange, le prince de la prospérité a carte blanche pour ses trafics. Ces caravanes d'opium circulent d'une frontière à l'autre. Donc le commandement suprême de l'armée thaïlandaise leur a fourni un camp de base, les a protégés et évidemment a perçu une partie de leur profit. Kun Sa a bâti un très grand laboratoire d'héroïne et est devenu un puissant baron de la drogue. Kun Sa est repéré par la DEA. Mais la Thaïlande refuse de livrer son précieux allié à Washington. Face à cette impasse, des membres du Congrès américain tentent une nouvelle approche. L'un de leurs émissaires va négocier avec Kun Sa
sous le regard du documentariste britannique Adrian Cowell. As we had introduced Joan Ellis, Chief Counsel of the Congressional Committee, we were allowed to film this historic meeting. Only the President and the administration has the authority to make agreements concerning the purchase of opium. Let me ask Kun Sa, what would have to be done to eliminate opium production in the Shan states? มันคือถามเจ้าเฮาว่านังคือยาพินได้หายกว่าทั้งหมดอำนั้นก็หายกว่ากำนำได้ค่ะซ้ำจอยบ้านก้นเมืองเฮอก้นเมืองเฮาได้ฮู้ว่ายาพินดี We want you to help make contact to the persons who can come and collect all the opium grown in our country either to throw it or to burn it. Dans ce jeu diplomatique, Kun Sa ne se présente pas comme un trafiquant, mais comme le défenseur de son peuple, les Shan, violemment réprimés en Birmanie. L'État Shan est aussi la principale zone de production d'opium du Triangle d'Or, une région convoitée en guerre perpétuelle. Au sein de son armée, il y avait bien sûr des gens qui se battaient sincèrement pour la cause des Shan, mais aussi beaucoup d'autres qui avaient des objectifs économiques. Et Kun Sa était très fin dans la manière dont il jouait de ses groupes au sein de son armée, disant publiquement qu'il se battait pour les droits des Shan et en même temps tirant un maximum de profit du trafic de drogue. Il était très fort à ce jeu-là. Kun Sa assure qu'il a le pouvoir de rassembler toute la production d'opium de l'État Shan pour la remettre aux États-Unis en échange de plusieurs millions de dollars afin d'aider son peuple. Le projet remonte jusqu'à la Maison-Blanche, mais Washington préfère la manière forte. Pour éradiquer l'opium du Triangle d'Or, les États-Unis arment le pouvoir birman et ses généraux sanguinaires. Les hélicoptères américains ne détruiront aucun champ d'opium. Ils s'abattront sur les minorités entrées en rébellion. Le prince de la prospérité peut poursuivre son ascension. L'opium alimente toujours ses laboratoires. Protégé en Thaïlande, le trafiquant augmente sa production et se fait désormais appeler le roi de l'héroïne. Au même moment, en Europe. Au milieu des années 70, quelques riches mafieux de Cosa Nostra récupèrent les chimistes de la French Connection. Surnommés les parrains de Palerme, ils font venir l'opium du Moyen-Orient et implantent des laboratoires sur la côte sicilienne. Les parrains de Palerme créent un réseau de distribution aux États-Unis dans des pizzerias de la région de New York, bientôt baptisée par le FBI la Pizza Connection. Très vite, les sommes en jeu deviennent astronomiques. En Sicile, les banques sont incapables d'éponger tout le cash généré par le trafic. Localement, vous avez une explosion du système bancaire. Et puis évidemment, une partie de cet argent va migrer vers des pays accueillants et respectant le secret bancaire, la Suisse aussi, et tout un système d'encastrement, de brouillage des pistes. On a mis en place, depuis le début du XXe siècle, un système financier parallèle pour échapper à toutes les législations fiscales des États, et les mafias se rendent compte, quand elles commencent à avoir beaucoup d'argent, que ce système est magnifique parce qu'ils peuvent l'utiliser. Ce ne sont pas les mafias qui ont créé ce système, c'est le système capitaliste, financier. Tout est fait, tout est organisé pour que tout reste secret. Sur l'île, les nouveaux riches de la mafia exhibent outrageusement leurs voitures de luxe, leurs yachts privés. Les autres familles mafieuses qui ne profitent pas de ce butin colossal sont excédées.
Les parrains de Palerme s'en moquent. Ils ont à leur côté des hommes de main redoutables. Issu du petit village de Corleone, leur chef, Totorina, est le plus sanguinaire de tous les tueurs jamais recrutés par Cosa Nostra. Pour Rina, tuer un homme était aussi anodin que d'allumer une cigarette. Quand quelque chose ne tournait pas rond, il disait « on tue ». Personne n'allait contre la volonté de Rina, parce que s'il le faisait, il savait qu'il ne rentrerait pas à la maison pour dîner. Les parrains de Palerme n'ont vu chez Rina qu'un psychopathe sans cerveau. Mais au lieu de liquider les familles fâchées avec l'organisation, Totorina les rassemble et souffle sur les braises. Les différents clans lui offrent des tueurs par dizaines. En avril 1981, éclate ce qui a été appelé, à tort, la guerre de la mafia. En réalité, ce n'était pas une guerre, car une guerre suppose qu'il y ait deux armées qui s'affrontent et que la plus forte gagne. Ici, il n'y avait qu'une armée, celle de Rina. C'était une liquidation. Il tuait des gens dans la rue, il jetait des cadavres devant les commissariats, il procédait à des exécutions spectaculaires, alors que généralement, les mafieux, dans la vieille tradition sicilienne, ils utilisaient ce qu'on appelle la lupara bianca, c'est-à-dire le meurtre sans cadavre. Pour que justement persiste le doute, mais non, il n'est pas mort, je l'ai vu qui partait aux États-Unis. Totorina laisse dans son sillage plus de 2000 cadavres et prend la tête de Cosa Nostra. Sous son règne, étourdie par les sommes folles que lui rapporte l'héroïne, la mafia sicilienne fait sauter les dernières digues. En 1982, le député communiste Pio La Torre soumet un projet de loi anti-mafia au Parlement. Quelques semaines plus tard, il est assassiné. Dans la phase précédente, quand tout se faisait dans la clandestinité, quand les projecteurs étaient éteints, on va dire qu'une bonne partie de l'État regardait ailleurs, pour utiliser un euphémisme. Grâce à Rina, grâce entre guillemets, on ne pouvait plus se permettre de regarder ailleurs. Il fallait envoyer un signal fort et montrer que l'État était présent et qu'il répondait. Le lendemain de la mort du député communiste, un nouveau préfet est nommé en Sicile. Un homme connu pour sa lutte contre le terrorisme, le général Dalla Chiesa, assassiné à son tour. Totorina, à partir des années 80, il est pris d'une sorte d'hubris. Il pense qu'il peut devenir le boss de tous les boss, mais en plus, il a cette idée complètement folle qu'il est capable de rivaliser avec l'État, voire même de dire, on lui prête ce mot, en Sicile, l'État c'est moi. La violence saisit d'effroi toute la classe politique, y compris les plus corrompus. Le Parlement adopte la loi du député communiste assassiné. Le mot « mafia » fait son apparition dans le code pénal italien. L'ennemi est identifié. Les premiers laboratoires sont démantelés. Des dizaines de petits mafieux sont arrêtés, mais il en faut plus pour déstabiliser l'organisation. La poudre de Cosa Nostra inonde New York. En 1982, la ville concentre la moitié des usagers d'héroïne du pays, 200 000 toxicomanes. Pour le président Reagan, le défi de la drogue dépasse celui qu'affrontait Nixon. À l'héroïne s'ajoute une nouvelle épidémie. Le pays compte plus de 10 millions de consommateurs de cocaïne. Le président mobilise toutes les forces spéciales en Floride. Pour le cartel de Medellín, les pertes sont sévères. Escobar se rend à l'évidence, il faut trouver d'autres routes. Voilà comment, en 1984, quelque part au Mexique, le cartel de Medellín rencontre le cartel de Guadalajara. The Colombians thought,
Les Colombiens se sont dit, si nous ne transportons pas la drogue nous-mêmes aux États-Unis, peut-être que la DEA ne nous traquera pas. Si nous la vendons aux Mexicains, la DEA ne pourchassera que les Mexicains. Ce qui est évidemment assez bancal, puisque si vous êtes impliqué à n'importe quel niveau de la chaîne du trafic, vous êtes passible de poursuite. Il s'allie avec les Colombiens pour transporter la cocaïne et leur offre le meilleur atout que possède le Mexique pour le narcotrafic, qui est la frontière avec les États-Unis, qui est impossible à contrôler. Et les Colombiens leur ont dit, nous avons besoin que vous transportiez des tonnes et des tonnes de cocaïne. Les trafiquants mexicains tiennent toutes leurs promesses. Des tonnes de cocaïne passent la frontière vers les États-Unis. Le cartel de Guadalajara devient tout puissant. À l'automne 1984, la DEA n'a pas encore saisi le tournant majeur qui vient de s'opérer. L'un de ses agents, Enrique Camarena, découvre une plantation gigantesque de marijuana, des centaines d'hectares immédiatement détruits. Quelques mois plus tard, l'agent de la DEA, Enrique Camarena, disparaît. On ne savait pas ce qui était arrivé à notre agent, ce qui était arrivé à l'agent Camarena. Nous ne savions pas et nous ne parvenions pas à obtenir une réponse claire du gouvernement mexicain. Et c'est là que nous avons fermé la frontière. Le gouvernement mexicain a alors dit aux trafiquants qu'il fallait rendre le corps, parce qu'ils savaient qu'il était mort. Le corps atrocement mutilé d'Enrique Camarena réapparaît. On découvrira plus tard que l'agent spécial a été kidnappé par la police avec la complicité des services secrets mexicains et remis au cartel de Guadalajara. Les principaux associés de Gallardo seront arrêtés. Le baron, lui, plonge dans la clandestinité. Ce que l'enquête a révélé, c'est le très haut degré de corruption au Mexique, à un niveau qui n'avait jamais été exposé au grand jour jusqu'ici. Cela a dévoilé la corruption massive des services secrets et des agents du renseignement. Et cette évidence, c'était eux les véritables capots. C'était eux qui déterminaient quel trafiquant de drogue régnerait sur quel territoire. Et ils s'octroyaient des sommes immenses issues du trafic. On dit que cet argent remontait jusqu'au ministère de l'Intérieur. L'enquête de la DEA étale au grand jour le secret le mieux gardé du système politique mexicain. Le parti unique, le PRI, qui s'impose dans les années 30, maintient son emprise en racketant toutes les activités économiques, légales et illégales. Et lorsque le trafic de drogue s'enracine au Mexique, le pays devient un narco-État. Beaucoup de gens disent que le narcotrafic a pénétré le gouvernement mexicain. Je ne pense pas que le gouvernement mexicain ait été pénétré par quoi que ce soit. Le narcotrafic mexicain, la contrebande de drogue, fait partie intégrante du système. Les hommes qui gèrent le trafic au Mexique, en fin de compte, l'État leur propose un deal. Associez-vous au PRI et nous veillerons sur vos intérêts. Une offre impossible à refuser. S'ils ne l'acceptaient pas, l'État les écrasait. En Colombie, la vérité éclate au grand jour au même moment. En 1984, le nouveau ministre de la Justice, Rodrigo Lara, va trouver le courage de démasquer Pablo Escobar. Colombia tiene de su parte de compromiso en la droga porque es un país utilizado como punto de tráfico, como centro de procesamiento y como sitio de producción. Devant les députés, Rodrigo Lara accuse publiquement Pablo Escobar d'être un narcotrafiquant. El señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Trop sûr de lui, Escobar a oublié un détail. Une petite affaire remonte à la surface. Un journaliste du grand quotidien El Espectador retrouve dans les archives de sa rédaction un article de 1976.
le jeune Pablo Escobar interpellé en possession de 19 kilos de cocaïne. Pour la première fois, nous avions trouvé la preuve que Pablo Escobar, à qui personne ne pouvait rien dire parce qu'il n'y avait pas de preuves, était profondément impliqué dans le narcotrafic. Dans un acte surprenant, le Congrès lui a retiré son immunité parlementaire et Pablo Escobar est entré en clandestinité. Il ne sera plus jamais un homme politique officiel, ni un narcotrafiquant officiel. Le ministre Rodrigo Lara part en croisade. Il bloque les avions d'Escobar et détruit ses laboratoires installés dans la jungle. Il s'est lancé dans une course suicidaire contre Escobar. Il a signé son arrêt de mort. Le 30 avril 1984, à Bogota, Rodrigo Lara est abattu par un adolescent tueur du cartel de Medellín. C'est une déclaration de guerre. Le président colombien riposte. Le traité d'extradition voulu par Washington est ratifié. Pablo Escobar se retranche à Medellín, protégé par la population, pour qui il a fait construire logements, écoles et stades de foot. Escobar recrute une armée de 2000 adolescents. Ces sicaires liquident tous ceux qui menacent le règne de Pablo Escobar. Journalistes, juges, policiers, hommes politiques. Malgré le danger, la justice accumule les preuves pour extrader le patron du cartel de Medellín. En 1985, Escobar pactise avec une guérilla marxiste, le M19, qui prend d'assaut le palais de justice de Bogota. Le dossier de Pablo Escobar est détruit. Après 2 jours de combat, le palais de justice est consumé par les flammes. Pour les barons de la drogue, le passage en politique se révèle payant. Jouant de leur image de défenseurs des plus pauvres, des victimes d'un État répressif, ils capitalisent un fort soutien populaire. Et plus l'État les attaque, plus ils se renforcent. Au cœur du triangle d'or, Kunsa en fait la plus parfaite démonstration. Au début des années 80, la géopolitique a totalement changé dans la région. La Chine est entrée dans le concert des nations. La paix revient et le royaume thaïlandais n'a plus besoin de ses alliés encombrants. Le roi de l'héroïne, devenu inutile, est chassé et trouve refuge en Birmanie, sa terre natale. Kunsa implante ses laboratoires dans l'État Shan sans rencontrer la moindre opposition de la part de la dictature birmane. Il a dû les payer, donner de l'argent au commandant de l'armée dans la région. Il est difficile d'apporter des preuves, évidemment, mais si l'on regarde la façon dont les choses se sont développées au cours des années, il est assez évident qu'il y a eu des petits arrangements. Il a essayé de nouer des relations avec les généraux de l'armée birmane, les commandants. Et ils sont devenus amis. La dictature birmane est l'une des plus répressives au monde. En 20 ans de pouvoir, les militaires ont appauvri le pays et provoqué le soulèvement de dizaines de minorités. En faisant de Kunsa leur allié, les généraux birmans s'achètent la paix dans l'État Shan, un quart du pays. Kunsa leur offre ce qui compte le plus à leurs yeux, la stabilité dans une région en permanente rébellion. Kunsa a fait quelque chose d'extraordinaire. Petit à petit, en assassinant les autres leaders, en utilisant des menaces de mort, il a forcé les Shan, le mouvement Shan qui était très divisé, à le respecter de plus en plus comme leur leader. Et il a bâti une armée de 20 000 hommes. Il disait qu'avoir une grande armée ne sert pas à se battre. J'ai une grande armée parce que je ne veux pas me battre. Si j'ai une petite armée, l'armée birmane essaiera toujours de me trouver
et de m'éliminer. L'armée birmane n'attaquera pas Kun Sa. Et Kun Sa pourra continuer à se présenter comme le grand défenseur de son peuple, les Shan, tout en faisant tourner à plein ses nouveaux laboratoires. Kun Sa inonde le monde d'héroïne et vend sa drogue à prix cassé. Dans les années 80, en Europe, les seringues passent de bras en bras. L'addiction et le sida se répandent, semant la mort. Vers 1981, la Birmanie produisait environ 500 tonnes d'opium par an. En 1989, elle en produisait 2500, une augmentation de 500%. Probablement la croissance la plus rapide que l'on ait jamais vue dans l'histoire de la production d'opium. À des milliers de kilomètres de là, en Sicile. Pour s'attaquer au parrain de Cosa Nostra, Totorina, les juges les plus téméraires se rassemblent au sein d'un pool anti-mafia autour de deux figures charismatiques, Paolo Borsellino et Giovanni Falcone. Pensez-vous qu'un jour, nous verrons la fin de la mafia? Je crois que nous ne la verrons ni vous ni moi. Un jour, il m'a dit cette phrase. Tu sais, Giuseppe, la drogue ne laisse pas de traces. Tu tombes sur un flagrant délit et tu saisis, ou rien. Mais l'argent laisse des traces. Il était évident qu'il fallait s'attaquer au patrimoine des mafieux. On va s'intéresser aux flux financiers. Donc lui va vraiment, avant même qu'il y ait une législation anti-blanchiment, essayer de suivre l'argent sale et attaquer, entre guillemets, les mafieux au portefeuille. Donc il va effectivement mener des enquêtes financières très poussées, ce qui va dire qu'il va aussi apprendre énormément du fonctionnement des marchés financiers, des systèmes bancaires, du secret bancaire. Le juge Falcone suit la piste financière dans les paradis fiscaux, en Suisse, au Panama, à Guernesey, et lance plus de 20 000 investigations bancaires. La méthode Falcone, suivre l'argent, traverse l'Atlantique. Aux États-Unis, le juge noue des liens avec le FBI pour traquer la Pizza Connection. Étant donné qu'il n'y avait jamais eu d'enquête de ce type, les mafieux faisaient des chèques en toute tranquillité. J'ai vu passer des chèques d'1 milliard de lire, parce qu'ils étaient sereins. Personne avant n'était allé chercher dans les banques. En 1983, l'un des plus grands parrains de Cosa Nostra, Tommaso Buscetta, est arrêté au Brésil. Le juge Falcone le rencontre et, chose folle, le mafieux brise l'omerta. Lui a été une victime de la répression féroce de Totorina qui a tué quasiment toute sa famille. Il est donc seul et pour se venger, il va révéler tous les secrets du fonctionnement intérieur de Cosa Nostra au juge Falcone. Le témoignage de Tommaso Buscetta accélère les enquêtes financières de Falcone et du FBI. Une vague d'arrestations permet l'ouverture des deux plus grands procès jamais intentés contre la mafia. Le maxi-procès de Palerme et celui de la Pizza Connection. En Sicile, 450 suspects sont sur le banc des accusés. Au terme de 2 ans de procès, le verdict tombe. 360 condamnations. Un total de 2500 années de prison. Totorina, en cavale, est condamné à perpétuité. À New York, les patrons de la Pizza Connection et leurs associés tombent également. On n'a jamais saisi ne serait-ce qu'1 gramme d'héroïne. Tout a été reconstruit grâce à la coopération internationale et les virements bancaires. S'il n'y avait pas eu Falcone, toute cette enquête n'aurait pas pu être menée. Grâce à Falcone, les termes blanchiment d'argent sale et compte offshore entrent dans le langage courant.
le juge italien vient de trouver l'arme fatale qui peut briser tous les trafics, traquer l'argent là où il est, dans les banques. Cela fait bien plus peur aux trafiquants que l'élimination de leur chef. Et quand il est question de blanchiment d'argent, c'est sur les marchés internationaux que l'on peut porter des coups sévères. On attaque le trafic de drogue par le blanchiment, alors que la question du blanchiment, elle est immensément plus large que seulement ça. L'argent, on fait tout pour qu'il puisse circuler de façon la plus libre possible. Il y a une dérégulation qui fait qu'il y a une fluidité des mouvements des capitaux, des personnes et des marchandises, mais chaque État reste libre aussi de faire de son État un paradis fiscal ou non, d'avoir un régime fiscal ou un régime d'anonymat bancaire spécifique. Mais en ces premières années de mondialisation financière, aucun État ne peut se permettre de toucher au fondement du système. Reagan revient aux méthodes anciennes, la force et la diplomatie. En 1988, au Mexique, Félix Gallardo est lâché par le pouvoir. Mais depuis sa prison, le trafiquant dissout son cartel et répartit les territoires entre les jeunes loups. On perd la trace d'une grande organisation facilement identifiable. Désormais, chaque poste frontière est contrôlé par un nouveau cartel. Washington ne le comprendra que bien plus tard. En 1989, quelques semaines après la chute du mur de Berlin, les États-Unis envahissent le Panama et font tomber son dictateur Manuel Noriega, allié de la CIA et des narcotrafiquants. Dans sa lutte anti-drogue, l'Amérique se libère de ses logiques de guerre froide. En Colombie, la rumeur d'une intervention militaire de Washington fait la une des journaux. Pablo Escobar ne veut pas finir dans une prison américaine. Sa tête, il faudra venir la prendre sur une montagne de cadavres. Tant que le Parlement n'annule pas le traité d'extradition, ce sera la terreur à tous les coins de rue. Après une série d'attentats aveugles, Escobar fait abattre 4 candidats à la présidentielle. Le favori, Luis Carlos Galán, est assassiné en plein débat public. Il est remplacé par son chef de campagne, César Gaviria, qui échappe de peu à un attentat. Jusqu'à aujourd'hui, il nous est difficile de comprendre la gravité des défis qui se présentaient à nous à cette époque. Les complicités, par exemple, au sein des forces de l'ordre, de la police, de l'armée, dans la mort de certaines personnalités. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que quand on regarde ces complicités, on se rend compte du peu de contrôle que nous avions sur le pays. Les cartels avaient fait de la Colombie un véritable enfer. Élu président de la Colombie, César Gaviria occupe l'un des postes les plus dangereux au monde. Pour arrêter le carnage, il négocie les conditions d'une paix avec Escobar. En échange de son arrestation, il lui promet de réviser la Constitution et d'en retirer le traité d'extradition. Le défi était immense. Il s'agissait de trouver une réponse qui ne soit pas autoritaire, mais démocratique, à une crise d'une violence terrible. Le 19 juin 1991, le patron du cartel de Medellín se rend. Dans le salon de sa prison dorée, décoré à son goût, Pablo Escobar a accroché son propre avis de recherche lancé par la DEA. Por Colombia, denuncia a los narcotraficantes. Se buscan Pablo Escobar Gaviria. Recompensa 2.700 millones de pesos. Mais Escobar ne reste pas dans son palace bunkerisé. Très vite, il sent qu'il perd la main sur le trafic et s'évade.
Ses concurrents et ses associés qui ont profité de son absence vont unir leurs forces pour le faire tomber. Les criminels se rapprochent de la police colombienne. Grâce à leurs tueurs et à leurs informateurs, la traque des policiers progresse rapidement. C'est un très grand risque qui a été pris. Et c'est une chose que j'ai toujours questionnée dans cette lutte contre les drogues. Que pour en finir avec un trafiquant, l'État s'allie avec son ennemi. Le 2 décembre 1993, Pablo Escobar est abattu sur un toit de Medellín. Il aura fallu que tous les efforts se combinent, DEA, police colombienne, trafiquants de drogue, pour venir à bout du plus grand trafiquant de cocaïne au monde. Le 25 mai 1992, l'Italie tout entière est en deuil. Et dans l'église, la voix d'une femme s'élève. A nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato. Chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio, però. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. Avete il coraggio? Di cambiare. Oh, Dans les cercueils, les corps de Giovanni Falcone, son épouse et leurs 3 gardes du corps, morts soufflés par une bombe. Derrière ce crime mafieux, la foule voit la responsabilité du système politique qui a toujours protégé Cosa Nostra. Dès qu'un élu apparaît, c'est la tomba. À son tour, le juge Paolo Borsellino meurt dans un attentat à Palerme. On attend toujours les réponses, on ne sait pas. Et il y a des éléments aussi qui n'ont pas été révélés, hein, des archives qui ne sont pas encore dévoilées. Mais c'est certain que dans les attentats contre Falcone et Borsellino, il y a rien que la quantité d'explosifs. Ça aurait été difficile pour la mafia, même avec ses connexions, d'avoir accès à autant d'explosifs sans que ça se voie. Ça fait quand même beaucoup de zones d'ombre. Voilà. Proches des 2 juges italiens, des enquêteurs du FBI viennent en renfort avec des techniques nouvelles. Pour la première fois en Europe, on relève les empreintes ADN sur les lieux des attentats. Plus de 1000 personnes sont arrêtées. La stratégie de Totorina se retourne contre lui. Trahi par les siens, le parrain des parrains est incarcéré en 1993 et mourra en prison 25 ans plus tard. Cosa Nostra est fragilisée par les arrestations et les repentis. La mafia sicilienne est écartée des réseaux de la drogue et replonge dans l'invisibilité. Pour Cosa Nostra, l'ère des barons s'achève ici. Il ne reste qu'un seul grand baron encore en place, Kunsa. Mais le roi de l'héroïne vient de franchir la ligne rouge. En 1993, il proclame l'indépendance de l'État Shan. La junte militaire déploie immédiatement ses troupes contre lui.
Kunsa n'a plus le choix. Il négocie sa reddition. Without a shot fired, Burmese troops dominated Kunsa's capital. En 1996, le roi de l'héroïne, déchu, obtient la garantie de profiter d'une retraite paisible, entouré des siens. Il était sans doute l'un des plus grands barons de la drogue. Pourtant, quand il est tombé, la chute du plus grand baron de l'histoire a eu très peu d'impact sur le trafic. L'ère des barons aura fait passer le trafic de drogue au niveau des grands produits de consommation. Le business de l'héroïne et de la cocaïne pèse aussi lourd dans l'économie mondiale que le textile. Qui peut croire que la fin des barons résout le problème? Une troisième génération va bientôt prendre la relève. La guerre contre les drogues a enfanté de nouveaux monstres. Des proies invisibles, indomptables, presque impossibles à repérer. Ce jour-là, en pleine mer, une prise rare. Dans le ventre immergé de la bête, les gardes-côtes découvrent plus de 7 tonnes de cocaïne, un butin de 230 millions de dollars. Après la chute des grands barons, les organisations criminelles entament une nouvelle fois leur mue. Elles ne disparaissent jamais. Elles se recomposent simplement en réseaux, pas en structure. Elles deviennent des nœuds à l'intérieur d'un plus grand réseau. Et vous aurez beau éliminer le commandement central, cela ne perturbera pas le fonctionnement du réseau dans son ensemble. Une nouvelle ère commence au début des années 90 pour les organisations criminelles, dans un système où tout s'emballe. Transport, communication, flux financiers, la mondialisation s'accélère. Le libre-échange triomphant veut effacer les frontières. I believe we have made a decision now that will permit us to create an economic order in the world that will promote more growth, more equality, better preservation of the environment, and a greater possibility of world peace. En 1994, les États-Unis inaugurent la plus vaste zone de libre-échange au monde, avec le Canada et le Mexique. Plus de barrières commerciales et moins de contrôle aux frontières. Les cadences s'accélèrent dans les usines mexicaines et les files de camions s'allongent à la porte des États-Unis. Noyer les cargaisons de drogue dans le flot des véhicules devient le jeu favori des cartels mexicains, plantés sur ces 3000 km de frontières. Héroïne, marijuana et cocaïne passent presque sans encombre. Aux commandes du pays, le PRI, parti unique, reçoit sa part des bénéfices. Tant que les trafiquants envoient la drogue chez les gringos et qu'ils ne défient pas l'État, ça va. Tant qu'ils n'agissent pas contre les intérêts du PRI au pouvoir, l'État interfère peu dans le trafic.
En Colombie, tout en haut de la chaîne du trafic de cocaïne, la classe politique a fini par lâcher les narcotrafiquants. Sous la pression de la DEA, les criminels qui ont succédé à Pablo Escobar sont traqués, leurs sociétés écrans sont démantelées, les arrestations se multiplient. Pour éponger les sommes perdues, les survivants comptent sur leurs transporteurs mexicains. Ils leur demandent d'augmenter la cadence. Ils ne volaient pas seuls, mais par convoi. 7 à 14 avions décollaient en même temps, chargeaient chacun de 1000 kilos de cocaïne et atterrissaient dans le nord du Mexique, dans le Chihuahua. Ils stockaient la drogue sur place avant de les faire passer la frontière vers les États-Unis. La logistique des cartels mexicains est infaillible. En position de force face aux Colombiens, ils imposent une nouvelle division du travail. Les Mexicains arrachent la part la plus risquée et la plus lucrative du trafic, la distribution de la cocaïne aux États-Unis. Les Mexicains vont entrer dans une phase plus compliquée que nous aussi nous avons connue. Le niveau de corruption du système va être de plus en plus profond et la violence va empirer. Pourquoi? Parce que l'argent de la distribution entre en jeu. Et cela représente énormément d'argent. Or, l'argent dans ce business est synonyme de violence et de mort. Le Mexique va s'enfoncer dans une spirale de violence sans fin. Les trafiquants colombiens, eux, vont se replier sur la production, couvrant des pans entiers du territoire de champs de coca. À partir de la fin des années 90, la production de drogue se concentre dans des zones de non-droit où il est impossible de la déloger. La Colombie est le premier producteur de coca au monde et un autre pays s'inscrit durablement dans l'histoire du trafic de drogue, l'Afghanistan, premier producteur de pavot. Aujourd'hui, 80% de l'héroïne mondiale est produite en Afghanistan. Totalement illégale, la drogue représente près d'un tiers des revenus du pays. Depuis les rues poussiéreuses de Kaboul, sa capitale, jusqu'au sommet de l'État, l'Afghanistan tout entier est devenu accro à l'héroïne. Une addiction née dans les années 80, en pleine guerre froide. L'armée soviétique occupe les grandes villes du pays et dans les campagnes, les Russes tentent d'étouffer la résistance afghane. Donc au milieu des années 80, ils ont adopté ce que l'on appelle la politique de la terre brûlée. Ils ont décidé de détruire les campagnes pour que les gens ne puissent plus y vivre. Et pour cela, ils ont brûlé les vergers, détruit les systèmes d'irrigation, empoisonné les puits. Mais tout le monde n'a pas fui. Au lieu de cela, les gens ont commencé à cultiver du pavot. Pendant 10 ans, le pavot finance la résistance des chefs tribaux à l'occupation soviétique. Ce qui n'était qu'une culture marginale devient la source de revenus principale des paysans et des chefs de guerre. Quand les Russes quittent l'Afghanistan, les chefs tribaux s'affrontent pour prendre le pouvoir. Leur guerre provoque la mort de dizaines de milliers d'Afghans. Sur ces terres ravagées, un mouvement canalise la colère de la population, épuisée par les années de conflit. Les talibans, nés dans les écoles coraniques, gagnent du terrain. Ils avaient des objectifs politiques, ils n'aimaient pas les drogues. Quand ils ont commencé, ils étaient très remontés contre tous ces seigneurs de la guerre corrompus en Afghanistan. Donc ils voulaient faire régner la loi et l'ordre. Pas le genre de loi et d'ordre qui nous plaît, mais c'était leur vision. Pour eux, il fallait arrêter l'opium qui est un vice, ce n'est pas propre. Partout où ils avancent, les talibans imposent leur ordre rigoriste, ferment les cinémas, interdisent la musique, cachent les femmes. Les règles sacrées triomphent sur tout. Mais l'opium fait vivre des dizaines de milliers de familles. En l'interdisant,
les talibans risquent de perdre leur soutien dans les campagnes. Pour bâtir un capital politique, les talibans commencent à dire que le Coran interdit l'opium et qu'il est toujours interdit de le consommer. Mais ils disent aussi que tant que le pavot est produit pour les kafirs, pour les infidèles, tant qu'il part vers la Russie ou les États-Unis, cela ne leur pose aucun problème. Grâce à l'opium, les talibans financent leur avancée sur Kaboul. La capitale afghane tombe en 1996. L'Afghanistan est immédiatement mis au banc des nations et coupé de l'économie mondiale. L'Afghanistan était une terre ravagée et il n'y avait pas d'aide étrangère. Donc l'opium est devenu la solution à tous les problèmes sociaux et économiques. C'est une culture annuelle. Vous mettez la graine dans la terre et quelques mois après, vous avez un bien à vendre. C'est illégal, cela franchit magiquement les frontières, sans entrave. Pour réaliser leur rêve d'un État intégriste, les talibans implantent des laboratoires sur leur territoire et font de l'Afghanistan le premier producteur mondial d'héroïne. Grâce à l'argent de la drogue, ils pensent pouvoir s'affranchir de toutes les règles internationales. En 1998, ils offrent l'asile aux membres d'Al-Qaïda. Mais l'héroïne n'a pas le pouvoir d'assurer la survie d'un pays entier. La misère ronge l'Afghanistan. Le régime des talibans a cruellement besoin d'aide extérieure. Dans l'espoir fou de retourner l'opinion internationale en leur faveur, en 2000, les talibans interdisent la production du pavot sur tout le territoire. Les paysans risquent la mort s'ils sèment la graine interdite. En un an seulement, la quasi-totalité des champs de pavot ont disparu d'Afghanistan. Et la communauté internationale a dit « Merci ». Le sous-secrétaire d'État américain Colin Powell a offert une aide de 41 millions de dollars. Mais il y avait d'autres problèmes. Les droits de l'homme, la situation des femmes. Et donc, les Nations Unies n'allaient pas les reconnaître. Rétrospectivement, les talibans ont commis un suicide économique. Après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis envahissent l'Afghanistan. Ce n'est pas étonnant que quand les premières bombes américaines ont commencé à tomber, cette société et cet État failli se soient effondrés, parce qu'ils étaient morts à l'intérieur. Ils n'étaient déjà pas très forts au départ, mais le peu de force qu'il leur restait s'était envolé. Les talibans sont repoussés en quelques semaines dans des zones isolées, vouées à disparaître. Mais ils vont reconquérir patiemment, territoire par territoire, en encourageant la culture du pavot, source de financement miraculeuse pour la renaissance de leur mouvement. En Colombie, au milieu des années 90, les champs de coca recouvrent des pans entiers du territoire, loin des villes, désormais sous haute surveillance. Les trafiquants vont se loger dans les zones de jungle et de montagne où l'État n'a pas de prise. La Colombie est un pays malgré elle. Elle a une géographie extrêmement complexe. C'est un pays qui a encore beaucoup de problèmes de communication et qui a dû fournir d'immenses efforts pour contrôler son territoire. Nous sommes à peine en train d'arriver à occuper notre territoire. Et il y a encore beaucoup d'endroits où il n'y a pas de policiers. Dans ces zones reculées, Far West contemporain, la terre appartient à celui qui a les moyens de la confisquer. De grands propriétaires terriens purgent les sols de la Colombie de ses richesses. Pierres précieuses, minerais, pétrole, bois aux essences rares.
Pour étendre leurs exploitations, ces grandes familles créent des milices qui déplacent sauvagement les populations. Les Colombiens les appellent les paramilitaires. En plein boom de la coca dans les campagnes, les narcotrafiquants se dotent eux aussi de milices paramilitaires. Ce que faisaient les paramilitaires, c'est protéger la terre pour le compte des narcotrafiquants qui les avaient chargés de dégager les paysans de leurs terres. Et donc, les paramilitaires ont commencé à avoir beaucoup d'argent. Ils ont pu prendre l'initiative et entrer dans le trafic pour leur propre compte. Les chefs des unités paramilitaires prennent progressivement le contrôle de la production de coca, des laboratoires et gèrent les connexions avec les cartels mexicains et les grands réseaux criminels internationaux. Au cœur de la jungle, la ruée sur la coca va changer le destin d'un autre groupe armé. La guérilla marxiste des FARC lutte pour une juste répartition des terres. Active sur quelques fronts, sans grands moyens, elle raquette les grands propriétaires, les enlève contre rançon. Mais au milieu des années 90, la guérilla des FARC s'adapte au changement d'époque. Il n'y a pas plus conservateur qu'un communiste. Les communistes sont très conservateurs. Et au départ, ils étaient contre le narcotrafic qui allait corrompre la révolution. Mais il y avait beaucoup de pression de la part des paysans, parce qu'ils avaient besoin d'argent. Et donc, ils disent OK à la culture de coca. Et en bons révolutionnaires, ils vont bâtir une base sociale, fournir toutes sortes de services publics grâce à l'argent de la drogue qu'ils récupèrent en taxant les cultures. Avec l'argent de la drogue, les FARC achètent des armes, des munitions, mais aussi des outils de communication qui leur permettent de synchroniser les différents fronts et d'entamer une progression fulgurante. Les FARC continuent les prises d'otages, ciblant l'État dans sa chair. Gouverneurs, députés, anciens ministres sont séquestrés. Les guérillas campaient à la porte de Bogota, elles étaient à Medellín et près de Cali. Et à la fin des années 90, beaucoup de gens redoutaient que la Colombie devienne un narco-État si les guérillas prenaient le pouvoir. Face à la montée en puissance des FARC, les paramilitaires veulent garder le contrôle sur les zones de production de coca. En 1997, toutes les factions paramilitaires se rassemblent sous un commandement unique, une armée d'extrême droite de 20 000 hommes. Les autodéfenses unies de Colombie tiennent tête à la guérilla. L'armée légitime du pays, elle, subit les embuscades des FARC. Ses soldats sont enlevés par centaines. Dans cette situation désespérée, des membres de l'armée se sont dit « Nous devons être de mèche avec les paramilitaires. C'est le seul moyen d'empêcher les guérillas de prendre le pouvoir. » Et donc, que se passe-t-il? Ces mafias vont commettre une quantité de massacres à travers toute la Colombie en disant qu'elles se battent contre les guérillas, alors qu'en réalité, ce qu'elles font, ce n'est pas seulement chasser la guérilla de certaines zones, mais s'accaparer les terres et les utiliser comme des couloirs pour exporter la coca. Les paramilitaires liquident leurs opposants. Ce nettoyage systématique provoque le déplacement de 2 millions de personnes. Dans les zones qu'ils s'accaparent, là où l'État n'a jamais pu s'imposer, les paramilitaires dictent leurs lois. Si vous cherchez des crimes contre l'humanité en Colombie, c'est ici que vous les trouverez, chez les paramilitaires. Ce sont eux qui ont été les principaux violateurs des droits de l'homme et qui ont commis le plus de massacres et d'actes de barbarie. Et donc la classe politique en Colombie, comme nous l'avons vu, n'a rien d'honnête et elle est aussi particulièrement corrompue. Et à un certain moment, elle voit dans les paramilitaires une grande opportunité d'obtenir des votes. C'est très pratique de recevoir des votes et le soutien armé des paramilitaires.
Mais ça devient un peu moins commode quand vous devenez gouverneur et qu'il vous demande d'occuper le secrétariat au logement ou à la santé, où se trouvent les plus gros contrats publics, ou si vous êtes sénateur et qu'un paramilitaire vous appelle pour vous dire que vous devez démissionner pour 1 an parce qu'un de ses proches va occuper votre siège. Au début des années 2000, les paramilitaires se trouvent là où Pablo Escobar se tenait 20 ans plus tôt. Inicia su intervención el señor Salvatore Mancuso. Devant le Congrès, l'un de leurs leaders, Salvatore Mancuso, vient défendre le rôle de ces hommes. Surnommé Triple Zéro, Salvatore Mancuso avouera quelques années plus tard le meurtre de 300 personnes. Reafirmo aquí, en la cuna de las leyes y en el templo de la democracia, que el compromiso patriótico de la SAUC por salvaguardar una Colombia libre, digna, segura y en paz sigue en pie. Face à lui, Salvatore Mancuso a un public conquis. Les paramilitaires contrôlent 1/3 du Parlement. La Colombie a échoué à repousser les trafiquants. Les paramilitaires en ont fait un narco-État. Contrairement aux trafiquants colombiens, au Mexique, les cartels n'ont jamais tenté de prendre le contrôle de l'État. Les trafiquants acceptent le jeu de corruption orchestré par le parti unique, le PRI, au pouvoir depuis 70 ans. En 2000, les Mexicains se libèrent du règne autoritaire du PRI en élisant à la présidence Vicente Fox. Promesse de jours nouveaux pour le Mexique, l'alternance rebat toutes les cartes pour les trafiquants. Cela a brisé ce que j'appellerais la Pax Mafiosa, c'est-à-dire l'accord entre l'État mexicain et les principales organisations impliquées dans le trafic de drogue, qui les rendait intouchables et leur garantissait qu'elles ne seraient pas attaquées. Cela a brisé cette certitude qui existait depuis des années sous le PRI. Le PRI jouait les arbitres entre les cartels. Lorsque ce verrou saute, il ne reste que la violence pour départager les concurrents. Des guerres croisées vont bientôt éclater entre tous les cartels. À ce moment-là, la classe politique locale et régionale ne va plus avoir les moyens de contenir le pouvoir des narcotrafiquants. Et donc, au Mexique, on peut dire que la guerre des narcos est le prix de la démocratisation. Dans cette guerre des cartels, le bastion historique du trafic, le Sinaloa, est sur tous les fronts. Porté par l'appétit insatiable de son chef, El Chapo, tout juste évadé d'une prison de haute sécurité. El Chapo Guzman est l'un des plus grands trafiquants de l'histoire. Son surnom avant El Chapo était El Rapido, le rapide, parce qu'il était capable de faire passer de la drogue aux États-Unis à un rythme fou. Il est devenu une figure emblématique, presque mythologique de la narcoculture mexicaine. El Chapo faisait aussi régner la violence et extorquait ses rivaux de manière très assidue et très systématique. Habile et impitoyable, El Chapo va devoir frapper plus fort encore s'il veut rester dans le jeu. À l'autre bout du pays, le cartel du Golfe recrute des soldats d'élite de l'armée mexicaine et crée un bras armé, les Zetas. Discipline militaire, opérations planifiées, techniques de renseignement sont détournées dans un but ultime, terroriser les concurrents, s'accaparer leur territoire. Les Zetas déclenchent la surenchère chez tous les autres cartels. Tijuana, Ciudad Juárez, Sinaloa se dotent à leur tour d'unités d'élite. Les scènes d'horreur se multiplient. Mon Dieu, dans le Michoacán,
Les organisations criminelles coupaient les têtes des cartels rivaux et les faisaient littéralement rouler sur les pistes de danse. C'était totalement hors de contrôle. En 2006, le nouveau président Felipe Calderón, à peine élu, déclare la guerre au cartel et envoie l'armée au front. 45 000 soldats tentent de reprendre les territoires perdus, concentrant leurs forces sur les Zetas, le plus sanguinaire des cartels. Sous les coups de l'armée, les Zetas implosent en une multitude de groupes. Ils resserrent leurs griffes sur de plus petits territoires. Et la violence monte encore d'un cran. Les Zetas filment dans le détail les meurtres et les scènes de torture, marquant d'un Z leur présence sur les murs, comme sur les corps de leurs victimes. Ce qui se passe avec les Zetas, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour supporter un affrontement permanent avec l'État. Et ils vont faire de la violence une marchandise. Les Zetas ne vendent pas la logistique pour écouler de la cocaïne. Les Zetas vendent la capacité d'exercer la violence de manière professionnelle pour imposer un état de terreur localisé. Ils n'en sont pas restés au trafic de drogue. Il fallait leur payer ce qu'on appelle le piso pour tout. Si vous étiez impliqué dans un réseau de traite humaine qui passait par leur territoire, si vous pratiquiez des enlèvements sur leur territoire, de l'extorsion, ils se mêlaient de tout. Vous deviez payer les Zetas. L'armée, incapable de combattre sur tous les fronts, a laissé le cartel de Sinaloa prospérer. Au terme de guerres sanglantes, El Chapo est en sa zone d'influence à Tijuana et Ciudad Juárez. Le recours à l'armée pour essayer de réduire la violence a été contre-productif. Non seulement la violence s'est maintenue sous les formes atroces que l'on connaissait, mais elle a augmenté peu à peu en termes quantitatifs pour atteindre des niveaux dramatiques. Au début des années 2000, les États-Unis et la Colombie font eux aussi le choix de l'option militaire. Ils élaborent le plus grand plan de lutte contre le narcotrafic, le plan Colombie, 4 milliards de dollars en 5 ans. Des centaines de conseillers américains refondent l'armée colombienne. Forte de ces nouveaux moyens, la Colombie se détourne de l'objectif initial. Les principaux trafiquants, les paramilitaires, alliés du pouvoir, ne sont pas visés. Le plan contre les drogues devient un plan de guerre. Bogota jette toutes ses forces contre son principal ennemi, la guérilla des FARC, active dans près de la moitié du pays. La situation bascule en faveur de l'État pour la première fois. Et l'armée colombienne commence à reprendre du terrain pour la première fois depuis de nombreuses années. Disons-le sans détour, c'est le plan d'aide militaire américain le plus efficace des 20 ou 25 dernières années. Le plan Colombie a permis au pays de ramener de la sécurité et a fait chuter les enlèvements de 3000 à 200. En ce sens, je pense que le plan a été très important. Mais il y a eu un grand prix à payer pour une guerre faite dans ces conditions. C'était une guerre irrégulière. Il y a eu des bombardements dont on n'a jamais entendu parler ici à Bogota. La sale guerre, menée loin des caméras, porte un coup sévère aux FARC. Ses leaders historiques sont éliminés. À terme, un processus de négociation va pouvoir s'engager avec la guérilla. Pour la Colombie, l'offensive militaire n'est qu'une première étape. L'étape suivante est amorcée sous la pression de Washington. Malgré le plan Colombie, des tonnes de cocaïne affluent toujours vers les États-Unis. Le pouvoir colombien est sommé d'agir contre les paramilitaires. En 2006,
La droite dure au pouvoir leur offre une quasi-amnistie, laissant plus de 100 000 assassinats impunis. Les paramilitaires rendent les armes sur un air de kermesse. Bienvenido a la seguridad. Dejas allá al final. L'accord a été fait de façon à ce que les bourreaux n'aient pas à dédommager leurs victimes pour leurs terres, leurs propriétés, qu'ils n'aient pas à dire la vérité. Et c'est quelque chose qui m'a profondément fait souffrir. Pour tous les massacres qu'ils ont commis, y compris pour ce qui me concerne, le meurtre de ma sœur, les paramilitaires ont bénéficié pendant toutes ces années d'une impunité infinie. Le plus grand saut viendra de la Cour suprême. Des magistrats décident d'ouvrir le dossier des relations incestueuses entre les paramilitaires et les responsables politiques. Un grand nettoyage est enclenché. La Cour enquête, débusque et condamne de nombreux hommes politiques. Ce qui a changé la vie des Colombiens, c'est l'effort incroyable qu'a fait la Colombie pour renforcer ses forces de l'ordre, sa sécurité et l'état de droit. Voilà ce qui a transformé et changé la Colombie. Ce travail de justice et de mémoire se poursuit aujourd'hui encore, dans une Colombie qui semble reprendre son souffle. La violence recule dans les grandes villes et la Colombie devient une destination touristique. Mais loin des regards, dans les zones difficiles d'accès, les mêmes gestes se répètent à l'infini. Ici, on récolte la coca et on l'emmène au laboratoire tous les 3 mois. Tous les 3 mois, on récolte et on l'emmène au laboratoire où on transforme, on fabrique la pâte base et les acheteurs viennent chez nous. Comme des milliers de cultivateurs de coca, ce paysan a subi les campagnes d'éradication menées par les autorités avec l'aide de la DEA. Pendant 30 ans, Agent Orange, glyphosate de Monsanto, des milliers de litres d'herbicides ont été déversés sur les plants de coca, ravageant des régions entières. En 1994, j'étais dans le Caquetá. C'était un très bon endroit pour travailler dans la culture de la coca. En récoltant, on pouvait gagner un peu d'argent. Mais quand ils ont commencé les fumigations, tout s'est effondré. Les gens tombaient malades et finissaient presque aveugles. Et le bétail, les arbres, tout, ça détruisait la terre. Quand ils fumigeaient, on ne pouvait plus rien planter, parce que la terre n'était plus bonne à rien. Et quand ils ont fumigé et que ça s'est terminé, je suis venu par ici, dans le Nariño, et j'ai arraché tous les plants de café pour planter de la coca. Sur ces 3 hectares, ce cultivateur produit environ 70 kg de pâte base de cocaïne, qui lui rapporte 10 fois plus que s'il cultivait du café. La pâte transformée, elle va de l'autre côté. Il l'envoie au Mexique, aux États-Unis, dans d'autres pays. Parce que c'est là qu'elle vaut de l'argent. C'est là qu'elle vaut de l'argent. Parce qu'un kilo ici, ça ne vaut presque rien. Tandis que là-bas, si. Pour fabriquer 1 kilo de cocaïne, il faut 350 kilos de feuilles de coca, $400. La transformation, le passage des frontières, la vente en semi-gros puis au détail, coupé, fait passer le kilo de cocaïne dans les rues de New York à plus de $120 000, 300 fois plus que le prix de base. Quand une partie de la récolte est éradiquée en Colombie, le prix de la feuille de coca peut tripler. Le gramme dans la rue passe alors de 122 à $122,77.
pas de quoi décourager le consommateur new-yorkais ou freiner les trafics. En Colombie, la coca finance toujours des dizaines de groupes armés. Ils sont les héritiers lointains des grands cartels, les descendants directs de factions paramilitaires ou des FARC ayant refusé l'accord de paix historique signé en 2016. Après 30 ou 40 années de guerre contre les drogues en Colombie, nous produisons plus de cocaïne que jamais. Malgré tout, nous pensons avoir réussi parce que les organisations criminelles gouvernent moins. Nous avons avancé, c'est sûr. Mais nous sommes toujours dans une situation compliquée et difficile, avec la peur que ces quantités de culture de coca puissent réactiver encore une fois des choses que nous ne savons pas comment contrôler. Et oui, j'ai peur que cette mèche se rallume. Tant que les plantes à drogue poussent, des mouvements criminels ou insurgés peuvent s'en emparer. En Afghanistan, les États-Unis ont sous-estimé ce danger latent. Après avoir chassé les talibans du pouvoir en 2001, Washington pense que le problème est réglé. Quelques années plus tard, l'armée américaine fait face à une puissante insurrection. Grâce à l'argent de la drogue, les talibans ont enrôlé des milliers de combattants. En 2004, sous la pression de Washington, le président Hamid Karzai proclame le djihad contre le pavot. Mais le président afghan va jouer contre son camp. Son autorité ne tient que par la fragile coalition de chefs de guerre et d'anciens moudjahidines qui, eux aussi, dirigent leur fief grâce à l'argent de la drogue. Bien sûr, il y a beaucoup de gens au sein du gouvernement afghan qui sont impliqués dans le trafic, comme dans les forces d'opposition, ce n'est pas un secret. Tout le monde le savait, mais c'était délicat d'en parler parce que ce sont nos alliés politiques. C'était ça la logique. En 2005, dans la région du Helmand, plus de 9 tonnes d'opium sont découvertes dans la cave du gouverneur. Le président Hamid Karzai doit l'écarter. La milice du gouverneur, privée de ses revenus, change alors de camp. Ces 3000 hommes rejoignent les talibans et font basculer l'équilibre des forces. La région du Helmand tombe entre les mains des talibans qui en font la première zone de production d'héroïne du pays. Pour amputer les talibans de leur principale source de revenus, les États-Unis musclent leur réponse militaire. Des bombardiers B-52 et des avions furtifs Raptor F-22 bombardent des laboratoires d'héroïne des talibans. Donc un avion furtif F-22 qui coûte environ 400 millions de dollars et un laboratoire d'héroïne, ce qui peut avoir l'air chic, mais en réalité, ce n'est qu'une cabane en terre, avec des bidons rouillés et un chauffage électrique bon marché, probablement 50 dollars de matériel. Les États-Unis utilisent l'équipement militaire le plus sophistiqué. Tous leurs moyens de repérage et de renseignement, des drones pour suivre les mouvements, des images satellites, les B-52 qui sont les plus performants sur la planète, pour attaquer ces cabanes aux toits en tôle et leurs barils rouillés. Je pense que cela montre les limites de la coercition. Il n'y a pas un seul cas où l'éradication a poussé un groupe armé à la faillite, ou l'a suffisamment affaibli pour qu'il soit battu. Les gens ont faim, ils n'ont littéralement rien à manger, et ils vont protester et se mobiliser. Et ce qui se passe, c'est que les groupes criminels et insurgés, comme en Afghanistan ou en Colombie, reçoivent beaucoup de soutien politique. Les gens changent d'allégeance. Et dans l'histoire des liens entre groupes insurgés et drogue, l'État gagne quand il arrête d'éradiquer. Après 50 années de guerre, Kaboul, la capitale afghane,
abrite la plus forte concentration de toxicomanes au monde. Dans les campagnes, près d'une famille sur deux est touchée par l'addiction à l'héroïne. Le pays continue de sombrer. Au Mexique, un siècle après le début des premiers trafics, la culture populaire célèbre les narcos et leur ascension sociale fulgurante. Les petits paysans qui plantaient le pavot au siècle dernier dans les montagnes du Sinaloa ont enfanté des trafiquants capables d'exploiter toutes les failles du système. Symbole absolu de cette revanche des plus faibles, El Chapo Guzman, patron du cartel de Sinaloa, a su échapper aux autorités pendant 15 ans et amasser une fortune d'1 milliard de dollars dont la police cherche encore la trace. Les organisations qui font du trafic de drogue peuvent s'offrir les meilleurs avocats, les meilleurs courtiers, les meilleurs comptables. Et les forces de sécurité sont complètement dépassées sur ce plan-là. Des centaines de millions de dollars appartenant au cartel de Sinaloa ont été retrouvés blanchis dans les comptes de grands groupes bancaires. Les banques ont tout obtenu un règlement avec la justice. Aucune condamnation n'a été prononcée. Mais plutôt que de se dire ce système financier-là est profondément instable et s'alimente d'argent sale, on continue à ne pas le pénaliser pour dire faute de mieux, on avance comme ça et effectivement on va fermer un peu les yeux. Donc ça vaut toujours la peine pour elle de continuer à faire ces trafics-là. Ça reste rentable et ça se voit d'ailleurs au niveau des grandes banques qui ont des services contentieux qui provisionnent toujours plus d'argent d'une année sur l'autre, c'est-à-dire dans la perspective d'un procès, on a fixé un prix à la fraude, au détournement des règles ou à l'irresponsabilité bancaire. En 2015, El Chapo est repéré alors qu'il entre en contact avec une comédienne dont il s'est entiché. La trajectoire de l'un des plus grands trafiquants de drogue se referme sur une erreur de débutant. Extradé, condamné à perpétuité aux États-Unis, El Chapo laisse derrière lui une nébuleuse du trafic de drogue et le mythe d'un cartel à l'organisation pyramidale tenue par un seul homme. Le monde criminel actuel n'est plus entre les mains de ceux dont on entend les noms dans les médias. Et peut-être que ce qu'il reste du cartel de Sinaloa pour le Mexique, c'est avant tout la nostalgie. La nostalgie d'une organisation criminelle qui utilisait la violence de manière prévisible. Aujourd'hui, au Mexique, la violence s'insinue partout et tout le temps. Les grands cartels d'hier se sont scindés sous les coups de l'armée, toujours déployés dans le pays. Une myriade de petits groupes insaisissables apparaissent, déclinent, disparaissent et se recomposent en permanence. Sur la côte pacifique, Acapulco, joyau du Mexique, est devenue l'une des villes les plus dangereuses au monde. On dénombre une trentaine d'organisations actives dans la région. Les petits groupes sont un problème majeur au Mexique. Et le fait qu'il s'agisse de très petits groupes et qu'ils soient très nombreux et qu'ils opèrent dans un contexte où les forces de l'ordre sont faibles et incompétentes crée énormément de violence.
C'est moi qui récupère les corps. Dans les hôpitaux, chez les médecins légistes, à domicile. Je suis la personne qui s'occupe d'apporter du soutien aux gens, de les soutenir dans leur douleur. Il m'est arrivé d'aller chercher dans des fosses dans lesquelles il y avait 8 ou 9 corps. Quand ce sont des personnes démembrées, on doit injecter morceau par morceau, coudre les corps pour qu'ils restent, pour que les familles puissent voir leurs proches. Et donc on donne une explication à la famille. Souvent, dans de nombreux cas, les corps ne peuvent pas être veillés à cause de leur état de décomposition. On les prépare et on ferme le cercueil parce qu'on ne veut pas voir un corps dans cet état. Au Mexique, la mort a tous les droits. Les corps s'empilent les uns sur les autres. Et il n'y a aucune force capable de réparer le mal qui est fait chaque jour. Chaque jour, nous nous levons en apprenant l'existence d'une nouvelle fosse clandestine. Nous nous levons en apprenant qu'un nouveau groupe criminel a surgi. Ces 10 dernières années, plus de 40 000 personnes ont disparu au Mexique, arrachées à la vie par les organisations criminelles qui frappent aveuglément, rackettent et enlèvent contre rançon des personnes souvent sans histoire. Je cherche mon frère Thomas, mon grand frère, enlevé le 5 juillet 2012 à Huitzuco, dans le Guerrero. Mario Vergara fouille la terre sans relâche pour trouver le corps de son frère. Avec d'autres familles meurtries, il a déterré plus de 400 corps au cours des 5 dernières années, ici, à 1 heure d'Acapulco. Dans cet endroit qui s'appelle le lac d'Iguala, dans le Guerrero, nous avons trouvé 21 corps, tous portant des signes de torture, les mains et les pieds attachés, les yeux bandés. Ils recrutent vos enfants pour en faire des tueurs. Si vous êtes paysan, ils vous obligent à abandonner la culture du maïs pour planter du pavot. Ils peuvent faire disparaître votre époux que vous passerez votre vie à chercher parce qu'ils l'ont recruté pour un travail criminel. Ou vous le retrouverez mort dans l'une des fosses clandestines. O buscándolo por lo menos muerto en alguna de las fosas clandestinas. Les montagnes sont très belles. Les paysages sont magnifiques. C'est vrai. Mais elles renferment l'horreur que les hommes ont commise. Voilà le crâne. Ça, c'est le crâne d'une personne. On voit l'impact de la balle ici. D'après ce qu'on m'a dit, cet homme a été amené ici. Ils lui ont tiré dessus et il est tombé la face la première. Nous sommes en train de déterrer la vérité de ce pays. Nous disons au gouvernement, oui, il y a des disparus au Mexique. Oui, il y a des fosses clandestines au Mexique. Et vous ne faites pas votre travail. Nous le faisons à votre place. La seule bonne chose dans tout cela, c'est que les Mexicains s'organisent chaque jour un peu plus. Il y a beaucoup d'organisations de femmes qui, face à un État qui n'a pas les moyens de leur offrir justice et de retrouver leurs êtres aimés,
sean À chaque nouvelle fosse commune, il faut attendre la venue des autorités qui conservent à ce jour plus de 27 000 corps non identifiés. Un nouveau chapitre de l'histoire du trafic de drogue s'ouvre quelque part en Chine. Un retour des choses. Des organisations criminelles ont arraché à l'industrie pharmaceutique un autre de ses secrets. En manipulant des produits chimiques, elles sont parvenues à synthétiser le fentanyl, cousin lointain de l'opium. Produit depuis les années 50 pour les besoins de la médecine, le fentanyl se fabrique sans la moindre fleur de pavot. Une drogue 100% synthétique. De ces ports où sont arrivés les premiers ballots d'opium au XIXe siècle, partent aujourd'hui des chargements invisibles d'une drogue d'une puissance infinie. Le fentanyl est au moins 100 fois plus puissant que l'héroïne. Donc, il faut peut-être un certain nombre de camions de cocaïne pour approvisionner le marché américain pendant 1 an. Tandis qu'il suffit de charger une voiture pour approvisionner tout le marché américain des opioïdes en fentanyl. Vous pouvez complètement oublier l'agriculture. Vous n'avez plus besoin de paysans qui font pousser du pavot en Afghanistan, au Mexique, en Colombie. Vous n'avez plus besoin d'armées et de chefs de guerre pour transporter de l'opium. Si vous n'avez besoin que de produits chimiques que vous pouvez fabriquer en Chine, puis envoyer au Mexique, cela simplifie grandement les choses. Et cela veut dire que vous pouvez baser vos opérations n'importe où. Donc, les drogues de synthèse modernes ont vraiment le potentiel de changer radicalement le marché des drogues. Et les politiques, les relations internationales, toute la géopolitique qui les entoure. Le fentanyl afflue vers un pays en prise avec la plus grande épidémie d'addiction de son histoire. Aux États-Unis, la surprescription d'antidouleurs, encouragée par les lobbies pharmaceutiques, a rendu des centaines de milliers de patients accros aux opiacés. Quand leur traitement s'arrête et que l'illusion de bien-être se brise, ils se tournent vers les marchés illicites. Des hommes et des femmes de classe moyenne rejoignent chaque jour la cohorte des usagers d'héroïne et se laissent happer par le fentanyl, moins cher et beaucoup plus puissant. Le fentanyl tue 30 000 personnes par an aux États-Unis. Cette fiole est un piège mortel pour ceux qui cherchent à fuir la douleur de vivre. Cela n'a pourtant rien de fatal. Tant que la guerre visera le trafic de stupéfiants et pas les causes de leur usage, nous vivrons dans un univers mafieux en perpétuelle mutation. Le monde des drogues a été créé par nos choix de société et notre système économique. La seule solution est d'en changer.